Maintenant, les secrets de l'art le plus implacable de l'Orient sont entre les mains d'un Américain. American Warriors. Du fond de la plus tendre et de la meilleure des âmes peuvent surgir des désirs d'intense violence. Un jour peut-être les hommes apprendront-ils à lutter contre ces monstres de l'esprit. Alors, et alors seulement, quand le cerveau humain sera vraiment capable de se contrôler, nous pourrons songer à utiliser les puissances cachées de l'univers. N'éteignez pas votre radio. Ne cherchez pas à baisser le volume. Il est déjà trop tard. 7e dimension envahit les ondes et débarque en mode podcast. Et bienvenue dans ce nouveau replay signé 7ème dimension. Les replays, je le rappelle, c'est les meilleurs épisodes du podcast, en version remasterisée, avec le meilleur des extraits, le meilleur de moi-même, pour 2 fois plus de plaisir. Et s'il y a bien un épisode qui méritait un remaster, et ben c'est cet épisode dédié à la saga American Ninja, enregistré en 2020, donc il fête sa 6e année, et qui est notre épisode le plus écouté à ce jour. Tenez-vous bien, on est à plus de 40 000. Voilà, 40 000 vues, écoute, j'ai pas relevé le nombre d'heures, donc l'idée derrière, c'est pas, on va dire, d'égaler ce record, parce que je pense qu'on n'y arrivera pas, et au final, il y avait rien de plus qu'une image fixe sur YouTube, mais ça n'empêche pas de faire 40 000 vues. L'idée derrière, eh ben, c'est une volonté, en fait, assez égoïste, comme d'habitude, avec les films que je traite, c'est-à-dire que quand je laisse traîner mes oreilles et mes yeux un peu partout, en fait, sur les réseaux ces derniers temps, je trouve qu'il y a une tendance aujourd'hui à parler d'anciens films. Ouais, il y a plein de gens qui arrivent et qui parlent d'anciens films, et ils en parlent non pas parce qu'ils les aiment, ils en parlent justement parce que c'est des nanars, ils le prennent sous l'angle du nanar et ils les défoncent et les gens sont contents. Donc en fait moi quand je vois ça, je me dis qu'il est temps, voilà, en tant que taulier de 7ème dimension, de remettre en avant un épisode sur les American Ninja et de prêcher à nouveau la bonne parole, comme c'était le cas il y a 6 ans, et comme c'était le cas, tenez-vous bien, parce que ici on fait le boulot, on était là bien avant tout le monde, c'est-à-dire en version papier de 7ème dimension, en l'an de grâce 2010, calculez bien, il y en a qui étaient même pas nés, qui nous regardent ou qui nous écoutent. Voilà, c'était dans le numéro 10. Et on y traitait, on faisait un dossier spécial canon, et moi je m'occupais de la partie un petit peu Ninja Exploitation. Et c'est aussi l'occasion de faire une petite dédicace à celui qui s'occupe un petit peu de mon dégradé. Alors des fois ça fait des échanges rigolos en fait sur Instagram, des fois on me pose des questions en fait, qui n'ont rien à voir avec le cinéma, et donc c'est une petite dédicace à toi, Jean Barbier de Sbarberos à la Beige, voilà, qui adore le cinéma de frappe. Et ben là je te relève, tu vois, c'est une spé dédicace, je te relève une figure éminente des années 80. Donc, qui dit replay dit forcément nouveaux ajouts, mais déjà, c'est pouvoir vous montrer, parce que ça, je pouvais pas le faire à l'époque, vous montrer sur quoi je m'étais basé. Voilà, donc ça, en fait, c'était des repacks faits par mon comparse Peterson, donc du repack de VHS RIP, et j'avais essayé de trouver ça un petit peu sur le net, voilà. Donc, regardez bien, aussi, voilà, ça c'est des éditions en fait. Alors c'est pas le meilleur American Ninja que j'ai montré. Et ben voilà, cet éditeur là, je m'étais basé sur ces versions DVD qui s'appellent Global Picture, c'est les pires éditions que j'ai pu acheter. Pourtant, c'est sérigraphié à l'intérieur, mais c'est du VHS RIP quasiment en noir et blanc dégueulasse. Donc vraiment, quand je me suis refait les American Ninja, heureusement que j'avais l'édition cousu main faite par Peterson, parce que le reste, j'ai un petit peu mouru. Et qui dit forcément nouveau replay, dit qu'on prend un peu les codes des vidéos qu'on fait en ce moment, c'est-à-dire qu'on y met un sommaire. Alors, cet épisode, il va commencer tout simplement, non pas par l'introduction que je viens de faire, mais par le fait de remettre un peu l'église au milieu du village et d'accorder 10-15 minutes en fait à la canon, et notamment le phénomène de la Ninja Exploitation. Ça a été un véhicule pour ces films-là. Ensuite, on enchaîne avec les épisodes les uns après les autres. Le premier, le faux deuxième, qui est Avenging Force. On enchaîne avec le troisième, qui est en fait le vrai 2, voilà, le ninja blanc. Et puis après, on va se taper l'arrivée de David Bradley pour les opus 3 et 4, et David Bradley tout seul pour le pire épisode de la saga, qui est le numéro 5. Donc, on en a l'habitude dans les replays. Là, j'introduis, et on se retrouve à la fin pour les nouveaux ajouts, parce que j'avais, dans cet épisode, à l'époque, émis une volonté pour le futur, et on va voir si elle a été exaucée. Donc,
Steve James, Michael Dudikoff, le ninja blanc, c'est tout de suite. Alors il est temps maintenant de rentrer dans le vif du sujet, mais avant de parler de la saga American Ninja, on va présenter en fait cette société, la Canon, société emblématique des années 80. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est à la tête de la Canon, ce sont deux Golden Boy israéliens, Menahem Golan et Yoram Globus, voilà, qui mettent la thune amassée du coup dans leur pays d'origine dans des valises. Ils débarquent tel le Al Pacino de Scarface aux États-Unis, et ils décident de vivre pleinement leur rêve américain et de créer leur propre société, leur propre studio de cinéma. Voilà. Donc à ce niveau-là, ils vont dans un premier temps produire ce qu'on appelle du film d'exploitation, c'est-à-dire vraiment sur des genres bien codifiés, sur de l'ultra-violence même, et ils vont prendre des réalisateurs américains qui étaient plutôt en perte de vitesse pour pouvoir les aider à faire leur premier succès. Donc au niveau de ces réalisateurs-là, on va retrouver monsieur Jack Lee Thompson, qu'on avait vu juste avant sur les suites très rigolotes, les 2 dernières suites de la saga La Planète des Singes. On va retrouver aussi Michael Winner, voilà, qui dès 1982, parce qu'il faut savoir que la Canon s'est fondée en 79 et ça produit ses premiers films dès 1981, donc avec l'implacable Ninja réalisé par monsieur Menahem Golan en personne. Et 1982, Michael Winner peut transformer son Justicier dans la ville en franchise avec un Justicier dans la ville numéro 2, et c'est aussi une nouvelle star maison du studio qui est Charles Bronson. Alors des stars maison, il y en aura pas mal, hein. Donc c'est-à-dire qu'au départ on mise sur Charles Bronson, après ça sera Chuck Norris, et ce qu'il faut pas oublier aussi avec la Canon, c'est que ce sont eux qui vont découvrir aussi monsieur Jean-Claude Van Damme, voilà, donc c'est quand même pas rien. Donc on est vraiment sur de l'action star maison. Alors du coup, revenons-en quand même à nos moutons. Donc on va comprendre un peu le mode de fonctionnement de la Canon. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette société, elle va durer une dizaine d'années, et notamment parce que leur mode de production est forcément casse-gueule, c'est-à-dire que les films ne sont même pas encore rentabilisés, qu'ils font de nouveaux investissements, et qu'à chaque fois, ils creusent un peu plus, entre guillemets, le découvert qu'ils peuvent avoir dans les banques. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les films ne seront quasiment, alors pour certaines productions rentables, mais pour les plus gros investissements, ça sera jamais rentable. Donc le déficit va se creuser jusqu'à ce que ça soit la banqueroute. Mais ce qui est, on va dire, formidable dans une société comme la Canon, c'est que ça sera toujours généreux. C'est eux quand même qui vont nous offrir les titres les plus rigolos, les plus extrémistes et les plus bourrins de cette période-là. Donc déjà, c'est toute la filmo de Chuck Norris, avec du Invasion USA, avec du Delta Force. Pour Van Damme, ça va être du Bloodsport, ça va être du Kickboxer, on y reviendra dans la vérif sur Kickboxer, ça va être tout, et même du Cyborg. Ça va être l'émergence aussi de réalisateurs maison, comme le Albert Pyun, qui était déjà derrière le Cyborg, le premier Cyborg, et qu'on retrouvera derrière les autres. Il y aura aussi une volonté, parce que forcément Menahem Golan et Yoram Globus ont de l'ambition, mais on va dire que cette ambition est démesurée. Et ils signeront aussi pas mal de réalisateurs estampillés auteurs comme John Cassavetes et comme notre Jean-Luc Godard national, et chacun de ces films sera un four au box-office. On retrouvera chez eux aussi l'Italie, voilà, ça fait toujours plaisir de retrouver des Joseph Zito, des Luigi Cosi, de retrouver du Bruno Corbucci, du Ruggero Deodato et du Enzo G. Castellari. Donc l'Italie en force, et aussi certains réalisateurs emblématiques du genre, comme Toby Hooper, qui les coulera aussi avec ses projets les plus fous, comme la suite de Massacre à la tronçonneuse, donc Massacre à la tronçonneuse 2, L'invasion de Mars et Life Force. Rien que ce triptyque-là, ça les mettra en mode banqueroute. Donc vous l'aurez compris, ce n'est pas un podcast sur la Canon. Voilà, je viens de vous situer un petit peu les bases de ce studio. Peut-être que je ferai un podcast là-dessus. Je peux vous encourager à vous procurer notre somptueux numéro 10, où nous traitions déjà de cette fantastique filmographie de Chuck Norris. Voilà, donc le numéro 10 de 7ème dimension. Vous avez aussi un documentaire qui a été produit il y a quelques années, qui s'appelle Electric Boogaloo, qui rend compte aussi de cette folie de la Canon à l'époque en termes de production. Donc
ce qu'il faut savoir sur ce studio, c'est que de ses cendres naîtra la société Millennium Films, qui est derrière ce revival un peu canon qu'on peut voir dans les Expendables, sauf qu'à la différence de la canon, Millennium Films gère mieux leurs investissements et n'ont pas les yeux plus gros que le ventre. Voilà, c'est à peu près ça qu'il faut comprendre. Donc de toute manière, la canon, ça reste une figure emblématique des années 80. Voilà, des films comme ça, on n'en voit plus. C'est ce qui a fait aussi c'était aussi les débuts de la vidéo et c'est ce qui a fait le succès des vidéoclubs. Et au final, si on regarde bien, leur premier titre, ça sera un film de ninja, l'implacable ninja, et quelle plus belle transition pour embrayer sur la saga American Ninja. Allez, on commence les réjouissances avec le tout premier opus de la saga American Ninja, l'opus fondateur, le American Ninja de Sam Firstenberg. Donc j'ai présenté tout à l'heure Sam Firstenberg en disant que c'était le réalisateur maison de la canon, et il faut savoir que chez nous, American Ninja, ça s'appelle American Warrior. Quand même pas la même cam, ça claque direct. Donc c'est-à-dire que quand tu débarques à la fin des années 80, début 90, voilà, ce qui était mon cas à une dizaine d'années dans un vidéoclub, tu vois ce film avec ce GI armé d'un katana sous fond du drapeau américain, il y a marqué American Warrior, donc traduction le guerrier américain, tu te dis c'est un truc de malade. Ça va être un truc de dingue. Donc j'en profite pour faire une petite parenthèse là-dessus, c'est-à-dire que souvent on va poser la question entre cinéphiles, vas-y, quel est ton point d'entrée en fait dans le cinéma de genre, comme on pourrait le dire à un fan de musique, quel est ton point d'entrée dans le métal, dans le rock, dans le hard rock, etc. Et en fait moi, mon point d'entrée dans le cinéma de genre, c'est les films de ninja de la canon. Voilà. Donc très tôt, je me suis éclaté avec ça, et ça m'a permis après d'aller un peu plus loin dans tous les horizons. J'avais déjà vu du Gremlin, j'avais déjà vu les films produits par Amblin à l'époque, mais en fait ma cam, moi quand j'étais gosse, c'était les films de ninja et le Commando de Arnold Schwarzenegger. Voilà. Donc il n'y a pas de hasard, hein. Je me retrouve pas là derrière un micro à parler de ça pour rien en fait. Donc du coup, ce premier American Ninja appelé American Warrior en France débarque, donc il sort en 1985. Il est réalisé par le réalisateur maison Sam Firstenberg, qui a déjà rentabilisé un petit budget qu'il avait réalisé en 1984, qui était Ninja 3. Voilà, c'était déjà un premier film de ninja que je vous conseille, hein, qui est complètement what the fuck le Ninja 3. Donc on est sur l'exorciste, sur le film de possession à base de ninja, où on a une meuf qui est possédée par l'esprit d'un ancien ninja maléfique, donc c'est complètement n'importe quoi, mais c'est complètement génial. En 83, son premier méfait pour la canon, c'était déjà Ultime Violence. Voilà, titre français fantastique, Ultime Violence. Dites-moi, on a carrément envie de voir ce truc-là. Et n'oubliez pas que Menahem Golan, donc monsieur le co-dirigeant de la canon, avait réalisé en 81, donc dès qu'il a fondé la société, l'implacable ninja. Donc voilà, donc les ninjas sont partout, et c'est ce qu'on appelle à l'époque la ninja exploitation. Donc c'est-à-dire que les ninjas, en fait, c'est le truc ultime. C'est-à-dire que un méchant dans cette période-là, hein, de films produits des années 80, s'il veut conquérir le monde, il le fait à l'aide d'une armée de ninjas. Donc, ce qui est complètement con, hein, parce que les 3/4 du temps, on va dire que le méchant vit isolé sur une île où s'entraîne toute la journée une batterie de ninjas de toutes les couleurs. Donc cette ninja exploitation vient avec des codes en fait qui vont être hérités. J'en avais déjà parlé dans le podcast sur Best of the Best et même précédemment il y a quelques minutes. Ça vient de codes mis en place par le film d'arts martiaux chinois, et surtout parce qu'a importé en fait Bruce Lee du coup aux États-Unis quand il a commencé à tourner des films. Donc on a des codes. Donc c'est-à-dire que on sait en fait que le ninjitsu, ou la technique ancestrale enseignée par les ninjas, en gros, c'est un petit peu comme les Jedi. Donc c'est-à-dire si tu en fais bon usage, tu es un bon ninja, donc ça c'est le côté clair de la force, mais après il y a aussi le côté obscur, et souvent ce n'est pas bien d'utiliser ces techniques ancestrales pour son propre usage. Donc voilà, j'en parlais déjà la dernière fois. Donc il y a vraiment ce code du bien et du mal. Avec ça vient aussi l'idée du vieux maître.
Voilà, donc il y a toujours il y a toujours des flashbacks liés à un entraînement avec un vieux maître au fin fond d'une forêt. Souvent, cette forêt se situera du coup en Asie. Donc il y a toujours ce vieux maître qui enseigne les arts martiaux et aussi lors de flashbacks sympathiques où cet enseignement se fait en découpant des légumes ou en tapant contre des arbres. Ça sera magnifiquement repris dans les premiers films de Jean-Claude Van Damme également. Donc voilà, on a ces codes-là. Vient aussi des armes spécifiques, c'est-à-dire les étoiles de ninja, les nunchaku, les katanas. Donc on va utiliser toutes ces choses-là qu'utiliseront bien plus tard les tortues ninja aussi. Et moi, ce que j'aime beaucoup en fait et qui est très Z dans l'art des ninjas, c'est que le ninja se fond dans le décor, donc on ne l'entend pas venir, et il peut disparaître à sa guise grâce à l'aide de petits subterfuges, de petites boules qui jettent et qui déclenchent de la fumée, qui fait que tout le monde est aveuglé et ne voit pas le ninja disparaître, qui doit courir sûrement très très vite pendant que la fumée se dissipe. Donc c'est génial, enfin voilà, moi j'en parle avec amour parce que je trouve ça à la fois génial et stupide en même temps, donc voilà. Donc le film de ninja vient avec ses codes visuels et du coup la nouveauté d'American Ninja est dans son titre, c'est-à-dire que c'est un ninja qui est américain, parce que c'était nouveau. C'est-à-dire que l'art ninja ne s'enseigne en fait qu'à des natifs asiatiques et non pas du coup à l'ennemi occidental et notamment l'ennemi américain. Donc la nouveauté, c'est que c'est un américain et il est ninja. D'ailleurs, le méchant du premier American Ninja ne s'en remettra pas parce que dès les 5 premières minutes, il ne fera que le répéter dans ce doublage du coup très raciste, du genre « c'est un ninja et il est américain ». Voilà. Et il arrêtera pas de le répéter même à son boss, voilà, en lui disant c'est un truc de fou. Mais en fait, tout le monde s'en fout. Donc voilà. Donc la nouveauté, c'est que c'est un ninja américain. Ça vient aussi avec ce côté que les États-Unis, via ces 2 Israéliens, sont en train de digérer les influences occidentales et que maintenant, on n'a plus besoin forcément d'avoir un artiste martial asiatique pour faire du kung-fu ou du ninjitsu ou du karaté ou du taekwondo ou toute autre discipline martial, c'est-à-dire que soit l'acteur américain le fait à l'écran, soit grâce à la magie du montage et au fait que ninja c'est très pratique, hein, ça peut s'habiller avec le costume traditionnel, donc on ne sait plus qui c'est et on peut faire appel à un cascadeur, c'est-à-dire à une doublure, et c'est un peu ce qui se passe dans le premier American Ninja. Alors American Ninja, ça raconte quoi? Alors ça raconte, c'est pas un super scénario des plus rocambolesques, donc ça raconte en fait l'histoire de Joe. Donc on ne connaîtra pas son nom de famille, hein, si ce n'est qu'il faut attendre générique de fin, donc on va quand même le dévoiler. C'était la nouveauté d'American Ninja 2, c'est-à-dire qu'on connaissait le nom de famille, mais on y va à fond. Donc le personnage principal c'est Joe Armstrong, donc Armstrong, donc si on traduit bras fort, voilà, Joe bras fort, donc c'est quand même pas mal. Donc Joe en fait il intègre un régiment de l'armée qui officie en fait sur une île. Donc, de toute façon, prenez l'habitude dès le premier opus avec les American Ninja, pour les autres, ça sera pareil. C'est-à-dire que les crédits d'impôt sont très bas en Afrique du Sud et aux Philippines, donc tous les American Ninja se tourneront à cet endroit-là. Ce qui explique aussi ce vieux cliché on va dire, du terroriste fou qui entraîne des ninjas sur une île isolée. Ça vient de là, en fait. Donc, du coup, c'est pas cher, donc on tourne aux Philippines. Donc, ce premier opus, et comme les suivants, se tourneront à la fois aux Philippines et en Afrique du Sud. Donc il intègre un régiment aux Philippines, donc comme tout régiment du coup installé à l'extérieur, il y a une ambassade, et on suit en fait un peu le train-train quotidien de ce régiment-là. Donc Joe, il est incarné par Michael Dudikoff. Alors Michael Dudikoff, voilà, c'est l'émergence d'un acteur emblématique complètement fabriqué par la Canon. Donc c'est-à-dire que à contrario, les autres acteurs de la Canon étaient des acteurs confirmés, hein, les Charles Bronson, les Chuck Norris, les Stallone, mais là, en fait, il est créé de toutes pièces. Donc, c'est-à-dire que Michael Dudikoff, c'était un second, voire un 10e rôle dans quelques productions précédentes de la Canon, et là, on lui donne son billet d'entrée, parce qu'il a plutôt une bonne gueule, et surtout une belle gueule, hein. Michael Dudikoff, faut savoir que à partir d'American Ninja, ta sœur, si t'avais une grande sœur dans les années 80, eh ben elle retrouvait en poster, voilà, dans les saluts, les hockey et tout ce que tu veux, ça devient un sex symbole.
il a ce côté mystérieux, en fait, qui est lié à son jeu monolithique. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Michael Dudikoff est dyslexique. Alors, la dyslexie, c'est bien connu à Hollywood, hein, Tom Cruise l'est. Mais alors, du coup, comme il est dyslexique, et ben du coup, il a très peu de dialogue, et il a un jeu assez monolithique, ce qui en fait un personnage dans le premier opus très mystérieux, en fait. Voilà. Il joue bien le mystère, parce qu'en même temps, il n'a rien à dire, c'est ça qui est formidable. Mais on l'aime bien. Donc Michael Dudikoff est dans ce régiment-là, il s'appelle Joe, on n'en sait pas plus sur son passé, et bien entendu, forcément, il s'attire les foudres de ses camarades, parce que du coup, il fait un peu cavalier seul, si vous voyez ce que je veux dire. Et dès les premières minutes du film, en fait, son régiment, voilà, est en manœuvre pour aller transporter je ne sais quoi comme marchandise, et à côté de ça, on a une voiture, en fait, qui est conduite par le caporal du régiment, et à l'intérieur de cette voiture, on a la fille du général, voilà. Et en fait, ce qu'on voit est pris d'assaut par une armée de ninjas qui sort de la jungle. Vous voyez le tableau ? Voilà. Cette armée de ninjas sort de la jungle et font plein de cabrioles, en fait, pour défoncer le régiment qui se bat, on va le dire quand même assez mollement. Sauf que parmi eux, nous avons Joe. Et Joe, eh ben, il est amnésique. Mais bizarrement, quand les ninjas arrivent, eh ben, qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire que lui aussi, il dévoile des talents, voilà, pour les arts martiaux, pour l'art du ninja, le ninjitsu. Et là, c'est la confrontation, c'est-à-dire que nous avons ces ninjas noirs qui débarquent de la forêt et qui se retrouvent face à un Américain et qui est un ninja. Voilà, on retombe sur la phrase, voilà. Il est tellement fort, ce putain d'American ninja, que quand on lui tire une flèche, il l'attrape à la main. Voilà, ça c'est le truc de ouf. Donc, à ce moment-là, du coup, il décide d'affronter toute l'armée de ninjas. Hein. Alors, l'armée de ninjas qui est composée d'une dizaine d'individus, il décide en fait d'affronter ces ninjas-là. Donc forcément, ses camarades, ils se disent, s'il se bat, on va devoir se battre. Alors ils se battent, et il y en a quelques-uns qui meurent dans l'action. Et du coup, notre Joe, notre American Ninja, notre Michael Dudikoff, en profite pour sauver la fille du général. Donc voilà le point de départ, en fait, de cet American Ninja. Donc il sauve la fille du général. On a droit, en fait, à un petit passage à la poursuite du diamant vert de Robert Zemeckis, voilà, où il va, comme Kathleen Turner l'avait fait en son temps, et il va lui péter les talons, des chaussures, lui déchirer la robe pour lui fabriquer, en fait, une tenue qui lui permettra d'avancer dans la jungle et d'échapper aux vilains ninjas. Voilà. S'ensuit bien entendu des scènes de douche, parce que voilà, des scènes de douche, notre Michael Dudikoff qui se met torse nu, voilà. Faut faire un peu plaisir à tout le monde, hein, c'est-à-dire le mal venu chercher les sensations fortes, et du coup sa femme aussi qui est venue chercher les sensations fortes. Donc on a un peu tout le cahier des charges est assez respecté. Donc il sauve la fille du général, né un début un petit peu d'amourette, forcément, voilà, parce que c'est son sauveur un petit peu. Donc la fille du général a un sale caractère, mais du coup voilà, s'installe une petite tension amoureuse. Donc du coup il revient, il ramène la fille du général chez elle, il revient du coup dans son régiment, et on lui fait la gueule parce que certains potes du régiment sont morts à cause de lui, parce qu'en gros la morale c'était fallait pas s'en mêler. Pourquoi ? Parce qu'il y a des activités un petit peu terroristes sur l'île avec des ninjas, et nous faut pas trop s'en mêler. Oui, tout le monde le sait quand même, voilà, si vous allez sur une île au fin fond de la jungle dans les années 80, il y a forcément du terrorisme et des ninjas, tout le monde le sait. Donc il s'attire les foudres de ses camarades, parce qu'il y en a certains qui sont morts au combat, et notamment du chef de file de ces gens-là, qui est mené par Curtis Jackson. Alors Curtis Jackson, il est incarné par Steve James, et comment vous dire qu'il amène avec sa somptueuse moustache, le quota de Z et de bon esprit nécessaire à ce genre d'entreprise, à un American Ninja. Donc, voyez Steve James à ce moment-là comme le Rambo Black de l'époque. Voilà, donc du coup, très vite, avec son sourire carnassier, il va venir titiller notre Michael Dudikoff inexpressif, et on aura même droit à un combat entre les deux personnages pour que Joe prouve sa valeur au régiment. Il ridiculise le personnage de Curtis Jackson, si vous suivez toujours, lors de ce combat, en se battant avec lui avec un seau sur la tête.
et à l'aide d'un tuyau d'arrosage. Voilà. Donc, pourquoi tout ça ? Pour montrer que notre Joe est très très fort, notre American Ninja est très très fort, c'est-à-dire qu'il peut affronter son ennemi sans le voir. Donc du coup, il met une petite branlée à Curtis Jackson, qui, 2 secondes avant, était supra-vénère, et qui à ce moment-là se dit... Eh ben oui, effectivement, il me met une branlée avec un tuyau d'arrosage et un seau d'eau sur la tête, donc ça va devenir un bon pote, et à partir de là, Curtis Jackson colle au train de Joe Armstrong, et ils deviennent copains comme cochons. C'est pas formidable ça? Et donc, à partir de là, naît le tandem le plus improbable et le plus jouissif des années 80, c'est-à-dire Michael Dudikoff et Steve James. Parce que, du coup, Steve James... Forcément, si Joe Armstrong a un vieux passé de ninja, Curtis Jackson va te dire en 2-3 répliques que oui, lui aussi connaît un peu les arts martiaux, ce qui va justifier un petit peu le débordement de testostérone qui va arriver au fur et à mesure du film. Voilà, donc ça c'est déjà, dans les premières minutes du film, c'est déjà génial. Alors déjà, ce qu'on peut dire à partir de ce stade-là, c'est que Sam Firstenberg, c'est pas le plus grand réalisateur du monde, mais il amène de l'énergie dans le découpage, dans les prises de vue. Donc voilà, on va surdécouper l'action parce que forcément Michael Dudikoff ne fait pas tout, mais ce qui est assez rigolo, c'est que Michael Dudikoff, les quelques actions qu'il fait, il rajoute de l'action par-dessus de l'action, ça me fait marrer. C'est-à-dire que pour se déplacer, pour éviter, il fait pas mal de petites roulades, où avant de courir, en fait, il se fait un petit démarrage un petit peu là sur 2 pieds, donc ça sert à rien, mais ça amène grave de style. C'est-à-dire que Michael Dudikoff, même s'il fait pas les scènes d'action, parce que c'est une doubleur qui les fait pour lui, mais il rajoute un peu d'action dans l'action, qui fait toujours plaisir à voir. On peut faire une comparaison avec ce que fait Eric Roberts dans Best of the Best. Il amène du style. Voilà, il amène du style, et du coup, Michael Dudikoff fera plein d'actions inutiles qui servent à rien. C'est-à-dire que pour éviter quelque chose, il va faire 3 ou 4 roulades et se projeter, ou faire... Mais, du coup... Le tout est bien monté, bien filmé, et si vous rajoutez par là une composition du compositeur maison qui est George S. Clinton, qui compose une superbe musique pour ces films-là, du coup ça le fait bien quoi. Ouais, c'est paradin. Ce qu'il faut savoir, c'est que le premier American Ninja, si on ne dit pas de bêtises, je vais prendre, parce que j'ai pris quand même quelques notes, c'est à peu près $1 million de budget. Allez, on va dire que c'est un 10 millions aujourd'hui, c'est quand même un budget sympathique, mais c'est pas un gros budget. Ça sort en salle, ça rapporte 20 millions quand même, hein, c'est pas dégueu. Sur une mise d'1 million, voilà, ça en rapporte 20 millions, et c'est paradin. Il y a des effets pyrotechniques, il y a pas mal de scènes de combat et d'action. Non, c'est rondement mené. Donc le premier American Ninja, c'est 1h35, c'est dans les clous, c'est rondement mené. Donc reprenons un petit peu l'histoire, le résumé de ce fabuleux film d'action. Donc du coup, notre tandem se voit confronté en fait à un méchant homme d'affaires, dealer, terroriste, tout ce que vous voulez en fait, qui est implanté sur l'île et qui à l'aide de ses ninjas terrorise tout le monde et essaye de corrompre en fait le général lui-même et l'ambassadeur. Donc ça deviendra en fait une figure récurrente dans tous les American Ninja. Donc c'est-à-dire le vieil européen peu scrupuleux qui soit va dealer de l'héroïne ou de la cocaïne, ou soit va essayer d'inventer un virus pour dominer le monde à l'aide de son armée de ninja. Donc là, du coup, on a cette figure machiavélique du méchant de base, hein, voilà, incarné très mollement et de manière très Z par un acteur européen d'un certain âge. Et dans sa baraque, en fait, on va retrouver comme jardinier décorateur le père adoptif de Joe Armstrong, parce que Joe Armstrong, je vous le rappelle, est amnésique. Mais il a des vieux flashbacks en fait, où il se rappelle de moments d'entraînement avec un vieux maître chinois. Alors, vous voyez ces flashbacks, ce qui est assez drôle, c'est que ça deviendra en fait un effet comique dans certaines parodies des Inconnus. Voilà, pour les plus vieux d'entre nous qui se rappellent ces parodies-là, de l'entraînement, voilà, ça vient de là, et on y parodiera aussi Jean-Claude Van Damme, notamment au niveau du grand écart. Donc, parenthèse refermée. Donc voilà, donc on a ce vieux maître chinois qui est ce vieux voilà, qui est jardinier du méchant. Pourquoi ?
on ne saura jamais. Il y aura un vieux dialogue comme quoi le méchant l'a trouvé errant dans la jungle, etc. Donc tout ce petit monde va finalement se retrouver en confrontation notamment via une armée de ninjas. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que le film pose aussi les bases de ces ninjas habillés de différentes couleurs. Moi, j'ai trouvé Alors, c'est jamais expliqué pourquoi il y en a des violets, pourquoi il y en a des rouges. Donc, je pense que chacun a sa caractéristique. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'on pourrait le voir en fait de manière ethnologique. Donc, c'est-à-dire qu'on pourrait faire une étude de ces ninjas. C'est-à-dire que les ninjas dans un American Ninja ont besoin en fait d'un camp d'entraînement. Ça, c'est très important, façon Al-Qaïda. Donc, c'est-à-dire que si t'as des ninjas, si demain vous voulez acheter des ninjas, donc dites-vous qu'il vous faut une surface de terrain assez conséquente et il vous faut pas mal de choses. Donc, des parcours un petit peu en mode suicide, c'est-à-dire où vous allez grimper par-dessus des choses, passer en dessous de choses, où il y aurait des fils barbelés, des couteaux, tout ce que vous voulez. Imaginez plein de choses. Donc, dites-vous bien que le quotidien d'un ninja, en fait, c'est un petit peu comme le hamster dans sa roue, c'est à faire tous ces trucs-là toute la journée. Voilà. Et ce qui est un peu ballot aussi, c'est que souvent, ces ninjas-là sont entraînés par un méchant maître ninja qui n'hésite pas à les exécuter gratuitement devant un public improvisé qui sont souvent, on va dire, des hommes d'affaires venus dealer avec le méchant en titre, si vous suivez toujours. Donc c'est-à-dire que généralement, voilà, c'est le passage obligé où le méchant est très content de montrer à ses associés ou partenaires son armée de ninja en action. Voilà. Donc ce qui donne lieu à des démonstrations complètement débiles où vous avez des gens de toutes les couleurs qui sautent dans tous les sens, qui font aïe 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 aïe. Et puis après, souvent, le méchant regarde le méchant maître ninja pour lui dire vas-y, tue-en un ou deux, juste pour montrer qu'on est des dingues. Voilà. Et ça, c'est un passage que vous retrouvez dans chaque American Ninja, de manière de plus en plus Z, au fur et à mesure que les budgets diminuent et que les numéros se rajoutent derrière le titre American Ninja. Donc, c'est génial, il y a un côté, ben oui forcément, pourquoi il y a ce style d'entraînement, voilà, c'est le côté Opération Dragon, c'est-à-dire tu débarques sur une île, il y a des gens qui s'entraînent, voilà, ce sont des ninjas, donc il y a un clairement... Alors on peut pas dire hommage, parce que c'est un pompage de Opération Dragon. Donc au final, pour avancer un petit peu, parce que je vais pas non plus faire 2 heures sur le premier American Ninja, donc tout ça pour vous dire qu'à un moment donné, Joe, il va retrouver un petit peu la mémoire, et surtout il va être remis en contact avec son vieux maître, qui sera très content de dire « tu n'as pas oublié mes anciennes leçons ». Donc ça c'est très très bien, et du coup, ça lui permettra de lui donner aussi son costume de ninja définitif noir avec une ceinture rouge, qui est très classe. Et donc le maître et son disciple, donc c'est-à-dire Joe et son père adoptif, et ben du coup iront affronter toute cette armée de ninjas. Voilà. Donc il y aura même, il y a souvent, vous verrez, un hélico qui est sur le point de s'envoler, qui explose en plein vol, ça c'est cool. Donc du coup, ils affrontent cette armée de ninjas et notamment le méchant ninja. Et le méchant ninja, oh là là, il est génial. Voilà. Donc déjà il a une cicatrice à l'œil qui te fait un peu peur. Voilà. Et en plus, il est équipé un peu comme dans Opération Dragon. Pour ceux qui ont vu Opération Dragon, du coup, le méchant en titre avait une main qui était interchangeable et qui pouvait même servir de lance-flamme. Ah ben lui, il a carrément un rayon laser intégré. C'est les années... Et en même temps, c'est les années 80, faut pas déconner, c'est la canon. Donc le mec, il a tout l'attirail que tu veux dans son costume, et il a même un rayon laser pour t'exploser la tronche. Donc c'est génial. Donc du coup, ce qui est quand même pas cool, désolé, spoiler, le film est de 1985, vous aviez qu'à le voir avant. Le vieux maître meurt, ce qui énerve un peu Joe derrière son masque, parce que de temps en temps, on le filme en gros plan pour montrer que c'est ses yeux, que c'est Michael Dudikoff, mais 3/4 du temps, c'est pas lui. Donc du coup, ça l'énerve, il se fait du coup le vieux ninja, et pendant ce temps, la cavalerie menée par Curtis Jackson, qui en profite à chaque fois pour se mettre torse nu et taper les ninjas à main nue, parce qu'il aime bien les attraper à main nue, leur faire des prises, et surtout, voilà, c'est la marque de fabrique qui intervient avec ce premier film, c'est-à-dire que quand Steve James, il frappe un ninja, il crie en même temps. Voilà, c'est-à-dire que ça rajoute un peu à la douleur, et ça amène... Putain, ça amène la décontraction, quoi. C'est-à-dire que le mec, voilà, quand il tape, son visage se déforme de manière gourmande pour mieux faire mal, en fait, aux ninjas en titre. C'est vrai que j'ai toujours eu de la peine, moi, pour ces ninjas inconnus, là, qui se font dézinguer comme ça. Ils me font penser un peu aux panu des Sentai japonais, vous savez, dans tous ces bioman, là, les sbires, là, qui se font défoncer la gueule
pour pas grand chose. Donc voilà, on a ce côté-là, moi que je trouve très drôle. Donc tout le monde se fait éclater la gueule. On a même du coup le méchant en titre, l'homme d'affaires peu scrupuleux qui essaye de se barrer en hélicoptère et qui se fait exploser au bazooka. Donc j'ai envie de vous dire que voilà, on est dans un pur produit d'exploitation canon, il y a des ninjas, il y a un ninja américain, donc le titre n'est pas mensonger, et on prend un maximum de plaisir dans ce premier film, voilà. Donc American Ninja, ça va fonctionner au box-office, donc c'est quand même des films qui sont sortis en salle, donc le premier est sorti en salle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour une mise d'un $1 million, ça en rapporte 20, donc c'est quand même assez correct, c'est une affaire qui roule, en VHS, ça explose tous les records, et c'est aussi comme ça que moi, enfin en tout cas les gens de ma génération l'ont connu, donc voilà, et pour Menahem Golan et Yoram Globus, ouais, on commence à se frotter les mains en se disant que ouais, on va faire un autre American Ninja derrière, parce que ça fonctionne. C'est donc en 1986 que nous retrouvons notre duo adoré, c'est-à-dire Michael Dudikoff et Steve James sous la direction de Sam Firstenberg. On prend les mêmes, on recommence pour un American Warrior 2 qui, quand on débarque dans le vidéoclub à l'époque, donc pas en 86 bien entendu, mais bien après, on voit cette affiche complètement dingue et on se dit ça va être un film de fou. Alors je vais vous décrire l'affiche, vous pouvez la trouver sur internet, donc c'est à dire que vous avez notre Michael Dudikoff torse nu, du coup avec à l'arrière le drapeau des États-Unis, vous avez des mecs en mode bayou, en mode chasseur, et un Steve James torse nu, armé d'un flingue. Il y a la statue de la liberté qui est sur le point de s'écrouler. Moi je vous le dis, à l'époque, quand je voyais l'affiche, ça me faisait rêver, je me disais, oh là là, c'est le film ultime. C'est-à-dire que quand j'aurais vu ça, ça y est, je peux mourir tranquille, même si je suis gosse, je viens de voir ce truc-là, qu'est-ce que ça fait envie. Donc, ce American Warrior 2, moi je l'ai découvert en VHS, après je l'avais récupéré sur Canal+ aussi, voilà, donc ça c'est encore une autre époque, et en fait, c'était un grand mystère et ça fait la légende aussi de cette saga American Ninja, American Warrior en version française, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que American Warrior 2, celui-là dont je vous parle, n'existe pas. En fait, c'est un autre film qui s'appelle Avenging Force, qui a été tourné avec la même équipe en 1986 et qui a été exploité en vidéo chez nous sous le titre American Warrior 2. Et pourquoi ça faisait la légende ? C'est-à-dire que c'était un film ultra bourrin où vous aviez Steve James, désolé pour le spoiler, qui meurt. Voilà. Et ce qui est fou, c'est que à côté de ça, vous avez un American Warrior 3, si vous suivez toujours, où Steve James est vivant. Voilà. Donc du coup, c'était complètement dingue. Voilà. Donc on ne connaissait pas, voilà, à l'époque, les retitrages abusifs. En tout cas, voilà, quand on était minot comme ça, on pouvait pas comprendre le retitrage abusif. Et c'est-à-dire que forcément, quand on voyait ce Avenging Force sous le titre initial American Warrior 2, voilà, ça donnait du cachet au premier, parce qu'on se disait, putain, voilà, ça progresse, ça devient dramatique, il perd son pote, etc. Alors qu'en fait, ils jouent pas les mêmes personnages. Voilà, donc vous avez suivi, ce sont les mêmes acteurs, le même réalisateur, c'est censé être une suite, mais ça n'en est pas une, parce que c'est un retitrage. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la Canon nous avait déjà fait le coup, en fait, avec les Portées disparues avec Chuck Norris. C'est-à-dire que Portée disparue 1 et Portée disparue 2, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que le 2, on peut croire que, parce que c'est une préquelle, mais en fait, il avait été tourné avant le premier, mais ils ont sorti ce qui était censé être le deuxième, et ils l'ont appelé le premier, et après ils ont sorti le premier, qu'ils ont appelé le numéro 2. Vous suivez le raisonnement complètement taré de cette époque-là ? Ils ont inversé en fait. Donc ils étaient déjà habitués à faire ce genre de choses. Donc pour le simple spectateur à l'époque, lui il prenait American Warrior 2 pour ce que c'était, c'est-à-dire une séquelle, et c'en est pas une. Se cache derrière ce nom-là Avenging Force en fait. Donc ce qu'il faut comprendre avec le projet Avenging Force, c'est que c'était voulu comme une suite en fait pour Invasion USA, donc c'est-à-dire une suite d'Invasion USA avec Chuck Norris. Donc le personnage principal d'Avenging Force, incarné par Michael Dudikoff, s'appelle Matt Hunter, et c'est le même personnage qu'il y a dans Invasion USA, mais Chuck Norris n'a pas voulu rempiler pour cette suite, donc du coup on a bricolé un autre truc qui s'est appelé Avenging Force, et le personnage s'appelle quand même Matt Hunter. Donc en gros, vous avez un faux American Ninja, et vous avez une fausse suite, du coup Invasion USA, mais par contre, vous avez une vraie putain de pépite. Donc voilà, on va le dire clairement, de tous les opus que je vais traiter aujourd'hui, voilà, de tous les films de Michael Dudikoff et de tous les films réalisés par Sam Firstenberg, Avenging Force, c'est la pépite, c'est le film culte. Voilà, donc on va parler un petit peu maintenant de ce Avenging Force. Alors Avenging Force,
Ça nous montre le personnage de Michael Dudikoff, alias Matt Hunter, ancien agent des services secrets, des services spéciaux, de la CIA, ce que vous voulez, voilà, donc d'un service spécifique, qui est à la retraite. Voilà, enfin à la retraite. Il est jeune, mais bon, il est un peu rangé des voitures, comme on dit. Voilà, il a vu trop de choses, un peu trop de trauma. Donc il vit dans un ranch avec son père et sa petite sœur. Voilà. Et du coup, ça donne lieu voilà, à des petits moments un petit peu émouvants, voilà, relation frère-sœur. Et son pote Steve James incarne en fait un personnage qui veut se lancer en fait dans la politique dans cette petite ville où ils vivent. Vous notez bien en fait que je vous fais ça de tête et que je me rappelle plus le nom de la ville, mais on s'en fout, voilà. Donc il veut se présenter aux élections et ce qui fait un peu chier en fait le groupe extrémiste nazi, tout ce que vous voulez, voilà, d'extrême droite du coin, qui est le Pentacle. Et le Pentacle, c'est dirigé par une flopée d'acteurs qui sont géniaux dans ce film-là, tellement ils vont loin, et qui sont pilotés par le maître à penser qui est John Perrian. Alors John Perrian, j'en avais déjà parlé dans Best of the Best, donc là, c'est son rôle mythique. L'acteur est complètement possédé dans son rôle de nazion, de sous-Hitler de Louisiane. Voilà, tenez, je viens de trouver en fait le recoin où ça se passe, voilà, c'est en Louisiane, donc écoute un petit peu redneck bayou, voilà, et du coup, voilà, ça fait chier le Pentacle, et le Pentacle, comme ils le disent de manière très vulgaire et très raciste, ils vont se faire ce négro. Voilà, c'est comme ça qu'ils parlent dans ce film, et c'est ultra bourrin. Donc du coup, Steve James, son pote c'est Matt Hunter, et on a bien compris qu'ils ont officié eux aussi, ils ont vu passer en fait dans les services secrets, et ils vont devoir affronter ce groupuscule du Pentacle qui sont aussi adeptes, voilà, parce que du coup on pompe un peu les chasses du comte Zaroff. Ils sont aussi adeptes de chasse à l'homme, voilà. Chacun a un costume bien spécifique, voilà. Il y en a un qui est déguisé en espèce de ninja adepte du sabre. Il y en a un autre, il est en mode je mets un masque Covid et j'ai un petit chapeau de chasseur et je me fais les gens à main nue. Vous avez John Perrian qui a un masque complètement Z et qui lui aime étrangler en mode guillalo ses adversaires. Vous avez compris, c'est super généreux comme film et en même temps c'est ultra bourrin. Donc pourquoi c'est ultra bourrin ? Parce que déjà, pour une société d'extrémistes, ils y vont à fond. Donc, ils chassent du coup des anciens GI, parce que John Perrian le dira, ça donne en tant que gibier, ça donne du fil à retordre, voilà. Donc, oui, c'est complètement taré. Donc, du coup, ils chassent de l'ancien GI. Au niveau du doublage VF, c'est ultra raciste bourrin, voilà, donc t'as du négro par-ci par-là, hein, ça y va, y a pas de souci, voilà, et ça gueule même dans la rue. Alors je rigole parce que voilà, c'est un film over the top, quoi, faut le voir comme ça, c'est un film d'exploitation, et ça n'hésite pas à tuer femmes, enfants, à les brûler, tout ce que vous voulez, voilà, donc autant vous dire, remettez dans le contexte. Pour nous à l'époque, quand on réceptionne ce film, c'est censé être une suite à American Ninja. Vous imaginez le choc quand tu reçois le truc. Voilà, moi j'ai vu ça, j'avais 7-8 ans, donc j'étais comme ça là, j'étais en mode oh mais qu'est-ce que c'est que ce film de fou furieux. Donc voilà. Donc du coup, pour ces rondements de nez, c'est du Sam Firstenberg, mais là le mec est au top du top. Même la musique de George S. Clinton, hein, qui reste derrière les claviers, nous repompe certains airs de Police fédérale Los Angeles, mais en mode ultra bourrin. Ça se bat torse-poil et ça démonte du nasillon sur des quais d'embarquement en pleine rue. Et c'est ça qui est génial aussi, c'est-à-dire que entre deux scènes d'exposition, voilà, il y a un petit nasillon qui arrive et qui insulte, et puis d'un coup, voilà, vous avez Steve James qui se met torse nu, qui le poursuit. C'est très important de faire cet hommage à Bruce Lee, et dans les années 80, gardez en tête, quand on va se battre, on se met torse nu pour montrer qu'on n'est pas là pour déconner. Et comme je l'avais expliqué dans le podcast sur Best of the Best, ce qui est complètement con, surtout quand t'as un adversaire qui a une arme blanche, parce que se mettre torse nu, c'est s'exposer un coup de lame qui va te faire doublement plus mal. Donc voilà, bref, ça fait partie du charme. C'est ultra bourrin. Nos nasillons n'hésitent pas à faire exploser
exploser littéralement le père de Michael Dudikoff qui est en train de jouer aux cartes avec des agents du gouvernement. Alors, ils se font exploser la gueule. John Perrian récupère la petite sœur de Michael Dudikoff et la prostitue. Voilà, c'est comme ça se passe. C'est la prostitue dans un bar de Louisiane, bord du canal, dégueulasse. Voilà, et en mode geisha en plus. Voilà, pourquoi et pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Il défonce toute la famille de Steve James, c'est-à-dire qu'il tue sa femme, il brûle sa maison, et surtout, son enfant meurt 2 fois. Donc c'est-à-dire que, pourquoi il meurt 2 fois ? C'est-à-dire qu'il se fait défoncer à la fenêtre de la baraque, et en plus, il tombe, voilà, en rebondissant sur le toit. Donc autant vous dire, j'ai presque envie de vous dire que on pourrait croire que c'est un film réalisé par Joseph Zito qui travaille pour la Canon, donc c'est très Rital dans cette volonté de tout défoncer. Et du coup, forcément, Michael Dudikoff a son jeu qui s'est un peu amélioré. On sent qu'il est vénère par rapport à tout ça. Et il se retrouvera chassé dans le bayou par le Pentacle, et il se fera le Pentacle un par un. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, du coup, ce Avenging Force, ce faux American Warrior 2, c'est culte. Voilà, pour tout ce que je vous ai dit, c'est ultra bourrin, c'est de la série B décomplexée, c'est sérieux, voilà, ça rigole pas, donc c'est-à-dire que c'est premier degré, c'est ultra bourrin, et j'ai envie de vous dire, c'est tout ce que Best of the Best 3 ne sera jamais sur un sujet similaire. On est au 2e opus, c'est un faux 2e opus, mais on est au maximum de ce que nous offrira la saga, et on se retrouve du coup à l'année 1987 pour du coup le vrai American Ninja 2 et faux American Warrior 3 de par chez nous. Alors au niveau d'Avenging Force, voilà, le budget est le même en fait que celui du premier American Ninja, mais ça rapporte un petit peu moins. Donc on est sur, ça sort quand même en salle, ça faut le savoir. On est sur un résultat qui est équivalent à 8 millions de dollars en fait. Bon, sans compter l'exploitation vidéo qui peut en être fait derrière. Donc du coup, on prend les mêmes et on recommence, donc c'est-à-dire le trio gagnant, Michael Dudikoff, Steve James, Sam Firstenberg à la réal, et on met à peu près le même pognon, si ce n'est peut-être un petit peu plus, pour ce American Ninja 2 The Confrontation, en version originale, ou de par chez nous, American Warrior 3, le ninja blanc. Voilà. Alors, je vais prendre quelques instants pour parler de ce retitrage français mensonger. Donc, c'est-à-dire que quand on prend la jaquette VHS et même, on va dire, l'affiche, la cover disponible donc en France, on y voit Michael Dudikoff grimé en ninja blanc, et c'est appelé Ninja Blanc. Et ce qu'il faut savoir, voilà, on est déjà dans le spoiler, c'est qu'il n'y a jamais un putain de ninja blanc dans ce film qui s'appelle le Ninja Blanc. Donc ça, c'était un autre grand mystère de l'époque. Donc si vous aviez déjà suivi ce que j'avais expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que on a Steve James qui meurt dans le 2, il revient dans le 3 ressuscité, donc ça c'est génial, et on a un ninja blanc qui est dans le titre, mais qui n'est jamais présent à l'écran. Donc ça, c'est quand même le truc où tu vas te dire, je vais aller jusqu'au bout du film pour le voir du coup habillé en blanc, parce que il crée une attente derrière. Qu'est-ce que ça veut dire que le ninja soit blanc ? Est-ce que c'est un costume de fou furieux ? Est-ce qu'il va faire de nouvelles choses ? Non, et rien du tout, il est jamais en ninja blanc. Et le plus fou là-dedans, c'est que moi, en le revoyant bien des années après, je vois le sous-titre, je me rappelle, ah ouais, ça s'appelait Ninja Blanc, c'est parce qu'il doit être habillé en ninja, et non, toujours pas. Donc autant dire que je me suis fait baiser 2 fois par le même film, avec on va dire une vingtaine d'années d'écart, et ça c'était quand même assez intéressant d'en parler. Donc du coup, ce American Ninja 2, donc vrai American Ninja 2, voilà, qui sort en 1987, et c'est tourné, on sort un petit peu d'Afrique du Sud, on aura quand même des plans du coup à l'île Maurice. C'est intéressant, donc du coup il y a un petit peu de budget, il emmène, en fait la Canon, Menahem Golan emmène un petit peu ses acteurs en vacances, peut-être pour un chant du cygne de la série American Ninja, on ne sait pas, on va voir au fur et à mesure. Donc le point de départ, et là vraiment on commence, alors pour certains le premier American Ninja, c'est considéré comme un nanar, donc c'est-à-dire que vous le retrouverez chroniqué bien comme il faut sur le site Nanarland. Je dirais moi quand même que oui, c'est un nanar, mais ça passe encore. Là directement, avec ce American Ninja 2,
on est typiquement dans le nanar avec un scénario complètement con que je vais vous expliquer ici même. Alors, du coup, Joe Armstrong, vous suivez toujours, Joe Armstrong, Michael Dudikoff et Curtis Jackson se retrouvent invités sur cette île qui a été rebaptisée, dont je ne me souviens plus le nom, mais qui n'est pas forcément très important. Donc, se retrouvent invités par l'ambassade américaine, parce qu'ils ont quelques GI sur place, et pour enquêter sur une série d'enlèvements de GI. Et du coup, ce qui est rigolo aussi dans la série American Ninja, on le verra dans les opus suivants, c'est que entre le premier film, entre un film et le suivant, il y a une promotion en fait des acteurs principaux. Donc c'est-à-dire de simples troufions, et ben du coup Steve James et Michael Dudikoff deviennent des rangers. Voilà. Donc ça c'est la petite nouveauté. Ils arrivent avec un uniforme très saillant. On sent qu'il y a de la thune. Voilà, on est sur une île. Ils arrivent avec un uniforme très saillant. Et face à eux, ils ont en fait un directeur des opérations, donc un général qui est en chemise hawaïenne et en short, parce que, dit-il, il est obligé de se fondre dans la masse et d'obliger en fait ses troufions à se trimballer en short et en chemise hawaïenne pour ne pas perturber du coup les locaux. Donc voilà, bon, ça c'est complètement con. Alors du coup que les GI soient obligés du coup de se déguiser entre guillemets, d'accord, mais en même temps c'est pas une raison pour ne rien branler, parce que techniquement il oblige en fait ses troupes à aller faire du bateau, à faire du beach volley, donc en fait ils font tout ce que ne font pas des soldats. Bon, ça les empêche pas de se faire enlever. Alors se faire enlever par qui? Et ben très rapidement nos Sherlock Holmes américains découvrent qu'il y a des ninjas qui enlève du coup des GI américains. Waouh, quel mystère de dingue. Voilà, donc on est, vous l'avez compris, sur l'île Maurice, et il y a des ninjas. Et ça donnera lieu à quelques scènes d'action assez pittoresques. Alors déjà que des ninjas qui sortent de la jungle, c'est assez spécial. Alors imaginez des ninjas qui combattent deux autres personnes sur une plage. C'est anachronique complet. Voilà, on est là-dedans, donc à la Canon, on n'a pas peur d'associer les ninjas avec tout et n'importe quoi, comme on a pu le voir dans le film de zombies. Voilà, on est à on a quelques bouts de péloche d'avoir des ninjas aquatiques, si vous voyez ce que je veux dire. Donc on a ces ninjas qui enlèvent ces GI. Pour quelle raison? On le verra au fur et à mesure de l'enquête. Ça donne lieu du coup à des moments très touchants où Michael Dudikoff va rencontrer un petit peu les locaux, donc ça commencera avec une petite racaille du coin mineure qui en échange de quelques dollars pourra lui rendre des services. On va dire que c'est aussi un outil scénaristique pour résoudre des problèmes en fait, c'est-à-dire pour amener une camionnette ou pour déplacer un personnage d'un point A à un point B, ou pour on va dire amener une information au général. Donc ça résout bien des problèmes, cette connerie là. Bien entendu, Michael Dudikoff reste le beau gosse des American Ninja, donc forcément il lui faut toujours un love interest qui trouvera quelques minutes après le début du film, ça c'est important quand même. Voilà, c'est une femme, voilà, qui est très triste parce que son papa est scientifique et elle n'a plus de nouvelles de lui. Il a été enlevé et il vit reclus à la solde du coup du pourri du coin, et du coup ça nous permet de faire avancer un petit peu l'intrigue, où on comprend assez rapidement que ce scientifique de papa travaille pour on va dire comme d'habitude un vieil européen machiavélique qui a pris ses recherches contre le cancer pour pouvoir fabriquer des super ninjas. Oui, comme quand je vous disais qu'on tombait dans le Z, on y est. Donc, du coup, le rapport entre, on va dire, un vaccin contre le cancer et transformer des gens en super ninja, il n'y en a aucun, mais pourquoi pas? C'est un scientifique, pourquoi il ne pourrait pas le faire? Et du coup, en fait, cette vieille pourriture enlève les GI américains dans un bar local, les enferme et leur injecte du coup une espèce de sérum pour les transformer en super ninja.
Voilà. Dans quel but ? Dominer le monde, hein, comme d'habitude. Hein. Donc voilà, truc complètement con. Pourquoi enlever des GI ? Oui, parce que peut-être que s'il prenait on va dire le micro dans ce podcast, il vous dirait que la matière première est intéressante, mais là on est en train de parler de GI, les 3/4 c'est branleur. Hein. Donc bon, écoute, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Donc ça donne lieu aussi, alors cette enquête du coup de Michael Dudikoff et Steve James pour aboutir à ce que je viens de vous dire, les amènera à aller dans un bar. Donc le bar du coin, hein, on sait que tous les bons patelins ont un bar où on y retrouve tous les poivrons, et sachez quand même que c'est un passage obligé hein, dans les années 80, hein, comme je le disais pour la saga Best of the Best, faut toujours qu'il y ait un petit échauffouré dans un bar, c'est toujours sympa, ça permet de casser le comptoir, les chaises, etc. 2-3 figurants, donc c'est toujours assez cool, et ça donne une scène assez tordante, parce que la musique est naze, voilà, dans ce bar la musique est naze, et du coup on a le personnage de Steve James, on dirait qu'il sort d'un péplum, si vous voyez ce que je veux dire dans cette scène-là. C'est-à-dire qu'il n'hésite pas à en attraper 1, 2, 3, en garder un sous le bras pour taper sur l'autre, etc. Et tout ça avec son uniforme de ranger qui sera déchiré au fur et à mesure de l'action et qui donnera lieu à un moment très rigolo à la fin, bien entendu. C'est-à-dire que en fait, il lui reste le pantalon et tout le reste est déchiré. Voilà. Donc voilà, c'est quand même assez sympa. Pendant ce temps, dans ce bar, lui, Michael Dudikoff est plus aérien, comprenez. Lui, il passe par les escaliers. En fait, il nous fait Kill Bill, si vous préférez, le volume 1 avant l'heure. Voilà. Donc du coup, on pète un peu le décor, on pète quelques gueules. C'est la découverte aussi d'un traître parmi les soldats américains, parce que voilà, on a du coup un infiltré qui lui-même amène à chaque fois les GI dans le bar. Et dans ce même bar, des ninjas sont à l'arrière pour venir enlever les GI et les transformer du coup en super guerriers. Autre chose assez réjouissante, je parlais d'anachronisme et je parlais de ninja sur la plage, on a une scène du coup de combat sur la plage où nous avons Steve James et Michael Dudikoff en combinaison de plongée, voilà, mais attention, combinaison de plongée du coup en mode pantacourt, donc on est quand même, on respecte un petit peu les demoiselles qui pourraient regarder le film, et ça se bat contre des ninjas sur le sable, voilà, entre des rochers, voilà, c'est assez pittoresque, et bien entendu Michael Dudikoff a évolué par rapport au premier American Ninja, là où dans le premier il arrivait à attraper une flèche avec les mains, avec une seule main, là il attrape plusieurs flèches dans le film, donc ça c'est quand même une performance notable dans ce film là. Donc du coup cette scène sur la plage assez rigolote, hein, parce qu'elle fait un petit peu écho à Rocky 3 et on va dire à cette franche camaraderie où on court torse nu, voilà, il y a un côté un petit peu gay non avoué, donc c'est assez rigolo à ce niveau-là. Du coup, bien entendu, on est dans un American Ninja, donc il y a des bases hein, quand même qui sont posées. Et tout ce petit monde finira par aller défoncer la gueule du coup du vilain en titre, et vilain en titre du coup qui a sa propre armée toujours hein, de ninjas, et comme je vous l'ai dit, c'est quand même, ça faudrait en parler aussi de ce côté investissement de la part des méchants des films American Ninja. Donc c'est à dire qu'il a dépensé sans compter, comme le dirait du coup Monsieur Hammond dans Jurassic Park, et du coup on a vraiment un centre d'entraînement de ninja, donc ninja de toutes les couleurs comme d'habitude, et ils ont même un colisée à l'intérieur pour faire des représentations, donc ça c'est quand même assez cool. Donc tout le monde se fait exploser la gueule, on attend jusqu'au bout que le ninja blanc du titre français apparaisse, mais il n'apparaîtra jamais, comme je vous l'ai dit. C'est aussi une promotion pour Steve James qui a droit à un très très gros sabre. Voilà, donc je vous laisse imaginer du coup toute la bonne humeur qu'il va mettre en utilisant ce sabre pour découper tous ces figurants ninja. Donc comme je vous dis, on a toujours un petit peu de peine hein, pour ces gens-là. Et tout est bien qui finit bien dans ce American Ninja 2 The Confrontation, parce que à la fin, nos rangers du coup font bisous avec la faune locale, quasiment, hein, parce que voilà, ils ont le repos du guerrier à la fin, hein, ça arrive de nulle part, et puis ils reprennent le petit avion par lequel ils sont arrivés.
Donc ce American Ninja 2, vous l'aurez compris, est plus faible du coup que American Ninja, et bien entendu quand on croit que c'est censé être le American Warrior 3 et qui vient après Avenging Force qui est le American Warrior 2, il y a moyen d'être déçu. Mais dans la saga, on reste encore dans les clous. Voilà, c'est encore tourné en 35 mm, c'est encore une sortie sale, il y a encore le savoir-faire de Sam Firstenberg à la caméra, c'est rondement mené, la musique est bien composée aussi, donc on passe un agréable moment, et en fait c'est à partir de ce moment-là que pour moi on va dire le côté doudou s'arrête, parce que c'est-à-dire que voilà, comme je l'avais déjà expliqué, moi j'ai grandi avec ces films-là, mais je m'étais arrêté au American Warrior 3. Et du coup, l'intérêt de faire ce podcast aujourd'hui, c'est de vous parler du reste, c'est-à-dire du American Ninja 3 Blood Hunt, du American Ninja 4 Annihilation, et du faux American Ninja 5, voilà. Donc c'est de vous parler de ces autres films-là, et c'est ce qu'on va faire de suite, et on va se projeter directement dans l'année 1989, à l'occasion de American Ninja 3 Blood Hunt. Alors on est au sortir du box-office d'American Ninja 2, donc American Ninja 2 rapporte pour on va dire une mise légèrement plus élevée que American Ninja et Avenging Force, la même somme qu'Avenging Force, c'est-à-dire 8 millions de dollars au box-office, sans compter l'exploitation bien entendu vidéo derrière. Donc là, on embraye sur American Ninja 3 Blood Hunt, retitré chez nous, du coup, American Ninja 3 Blood Hunt ou Frère de sang, ça dépend en fait un petit peu de sa source. Et ici, on respecte en fait le titre originel, donc on n'est pas parti sur un American Warrior 4. Je pense qu'en 89, les exploitants se sont dit bon, arrêtez un petit peu les conneries parce que chez la Canon ils font n'importe quoi, on a fait n'importe quoi, donc maintenant on va essayer de respecter ces choses-là. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce American Ninja 3, ça sort encore en salle, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser quand vous regardez l'objet. Hein. C'est-à-dire quand vous l'avez devant vous, vous êtes en train de le regarder, on sent clairement déjà qu'il y a moins de budget. Hein. Donc déjà ça c'est clairement affiché. Il y a moins de budget et c'est aussi le film du divorce ou de la rupture. C'est-à-dire que n'est pas présent Michael Dudikoff dans ce film-là. Pourquoi ? Parce que Michael Dudikoff, du coup, c'est un peu l'idole à ce moment-là. Il a été starifié par la Canon et il a envie d'essayer, du moins d'essayer. Alors je pense que lui n'avait pas envie d'essayer, mais il prétendait vraiment à ça, mais il a envie d'essayer d'autres rôles et de vraiment jouer la comédie. Donc avec Sam Firstenberg, les deux s'en vont tourner des titres, on va dire, plus ambitieux, mais la réalité de la gestion financière de la Canon les rattrapera, parce que là où ils voudront des choses plus ambitieuses, il y aura moins de budget, donc on tombera rapidement dans la série Z. Mais ceci est une autre histoire, donc plus de Michael Dudikoff, plus de Sam Firstenberg, et on voit débarquer à la caméra un inconnu au bataillon, Cedric Sunstorm, voilà, qui, à l'époque, avant d'arriver sur ce American Ninja 3, n'a rien fait auparavant. Donc on peut sous-entendre qu'il avait dû apporter des cafés mauriciens sur le tournage d'American Ninja 2 et qu'on lui a filé du coup le poste de réal. Alors on se marre, mais réellement c'est des choses qui peuvent arriver à l'époque à Hollywood. Donc on a souvent, on peut prendre l'exemple souvent du réalisateur de Jason va en enfer, ouais je vais aller très très loin, qui est Adam Marcus, qui servait du coup lui les cafés sur les tournages des précédents Vendredi 13 et qui de fil en aiguille a servi de café, apporté des sandwichs, tenu une caméra, et à un moment donné on lui a dit mec c'est à ton tour de réaliser le film. Voilà, donc on peut imaginer que Cedric Sunstorm à ce moment-là, vu comment il gérait la Canon, ça a été propulsé à peu près comme ça. Et j'ai envie de dire qu'on n'est pas gagnant au change, bien au contraire, donc du coup un débutant derrière la caméra, moins d'argent, on peut avoir peur. Bon, Steve James est toujours là, donc ça c'est déjà cool, parce que Steve James, ce qu'il faut savoir, on va en parler, puisque du coup Michael Dudikoff n'est plus présent, pas dans le podcast, c'est pas de dire j'ai peur que Michael Dudikoff nous écoute, mais on va parler aussi d'un autre côté qui est peut-être moins connu dans cette saga, c'est que les deux acteurs, Michael Dudikoff et Steve James, s'ils ont été associés dans 3 films, ne s'entendaient pas forcément très bien au départ. Ce qu'il faut savoir, c'est que Steve James, lui,
a souvent du coup regretté qu'on le cantonne au rôle du sidekick noir dans les films de la canon, ce qui est vrai, hein. Et tout ce qui rend son jeu intéressant, c'est-à-dire en termes de chorégraphie d'action et tout ce qu'il va rajouter en termes de grimaces et d'artifice facial à ce niveau-là, c'est lui-même qui faisait ce boulot-là entre les prises. Parce que si il avait joué directement le script, apparemment, ça aurait pas donné ça à l'écran. Donc lui, il s'est toujours investi beaucoup plus et il avait envie vraiment de devenir, du coup, de devenir la star black de la canon, on lui a jamais vraiment donné sa chance. Hein. C'est vraiment lui qui s'est toujours démerdé pour faire ça. Donc on peut se dire, et lui aussi peut se dire, voilà, je vais jouer le jeu une 4e fois. Pour le coup, et vu qu'il n'y a plus Michael Dudikoff, je vais pouvoir du coup avoir mon moment de gloire si on me l'accorde. Sur ce côté-là aussi, parce que je me rends compte que je ne l'ai pas expliqué, sur ce côté de rivalité, voilà, Steve James est un artiste, on va pas dire martial, mais et chorégraphe de ces scènes de combat et connaît les arts martiaux, à la différence de Michael Dudikoff qui lui, quand il débarque sur American Ninja, ne connaît rien du tout, il fait appel à une doublure. Donc ça a amené certaines frictions en fait entre les deux, frictions qui ont été résolues bien après, hein, donc ça, mais au démarrage de la saga, voilà, les deux acteurs ne s'entendaient pas forcément sur le tournage. Donc du coup, on peut se dire que c'est l'occasion pour Steve James de sortir son épingle du jeu, et on lui associe, et ça, pour le meilleur et surtout pour le pire, un nouvel acteur en mode tête d'affiche beau gosse, qui est David Bradley. Alors David Bradley, à la différence de Michael Dudikoff, lui par contre, c'est un vrai artiste martial. Voilà. Par contre, si vous trouviez que Michael Dudikoff avait un jeu monolithique, bon alors là le David Bradley c'est tombé quoi, c'est une statue quoi. Voilà. C'est-à-dire que ce qu'on gagne on va dire en technique à l'écran, sans forcément avoir recours au montage pour faire passer l'action, bon, on le perd en jeu d'acteur parce que vraiment le mec est nul. Voilà, on peut le dire, il joue comme une endive. Voilà, c'est marqué sur son front et il démène quand bien même à essayer de faire passer une émotion. Et j'ai envie de vous dire que à côté, Steve James, il a le champ libre pour amener, on va dire, le quota de fun qu'un amateur de Ninja Exploitation est en droit d'atteindre en 1989. Donc, on a donc, si on résume bien, on pète le trio gagnant, on récupère une endive qui s'est donné des coups de pied, et en débutant à la caméra, autant vous dire que la réalisation de Cedric Sunstorm, c'est quand même de la merde. Voilà. C'est téléfilmesque, voilà. Donc c'est très téléfilm dans l'approche. Il y a aucune idée. Il y a aucune. Là où. Alors, je suis pas en train de vous dire que Sam Firstenberg, c'était un grand auteur, voilà. Mais il avait un savoir-faire et une complaisance dans l'ultra-violence qui faisait plaisir. Là, ici, c'est pauvre. Voilà. C'est pauvre en termes d'idées. Et heureusement qu'on a encore ce bon vieux Steve James pour qu'il se passe quelque chose à l'écran. Alors, qu'est-ce que ça raconte du coup, ce American Ninja 3 Blood Hunt, ou, comme je vous l'ai dit, sous-titré Frères d'armes, parce que vous pouvez le retrouver sur Prime Video, donc il est sous-titré Frères d'armes. Et ben du coup, on suit le personnage de David Bradley, donc alias Sean Davidson, ça ne s'invente pas. Le nom est plutôt classe hein, quand même, hein. J'aurais bien aimé m'appeler comme ça, Sean Davidson, c'est pas mal. Ça commence donc par un flashback où on y voit le petit Sean assister à un combat de son père, parce que bien entendu son père est un artiste martial, voilà. Son père se fait dézinguer par un mafieux local, voilà, qu'on verra un peu plus tard dans le film, hein, parce qu'il faut qu'il y ait du lien, voilà, il se fait défoncer par un mafieux local, et c'est le vieux maître du coup de son père qui prend l'enfant sous son aile. Voilà, ça c'est pour le côté un petit peu trauma, pour essayer, on va dire, d'expliquer pourquoi David Bradley a les mâchoires serrées pendant tout le long du film. Donc voilà, donc le vieux maître chinois l'emmène du coup très très loin, voilà, pour apprendre les arts martiaux, parce que c'est important pour guérir un trauma d'apprendre les arts martiaux. Et du coup, ce vieux maître chinois, eh ben, il meurt, voilà. Et du coup, Sean Davidson, pour se consoler, eh ben, il fait des tournois un petit peu de karaté, un petit peu partout dans le monde, et notamment en Afrique du Sud, sur les lieux de tournage de la canon, ce qui donne l'occasion d'écrire le scénar du coup de ce film-là.
Donc il fait son tournoi de karaté, et là il rencontre en fait Curtis Jackson, qui du coup pendant son temps libre, c'est-à-dire que quand il n'est pas soldat et qu'il se bat contre des ninjas, et ben lui aussi fait des tournois de karaté, et à ce moment-là, les deux deviennent copains comme cochons. On a un troisième larron qui est le pote à Curtis Jackson, dont tout le monde se fout, mais qui est là aussi pour amener un petit peu de Z, et on n'y croit pas une seule seconde, qui lui aussi apparemment est karatéka, et je pense qu'on lui a dit en fait le jour même du tournage, en fait, qui était lui aussi champion de karaté. Donc bref. Donc tout ce petit monde, voilà, discutaille un petit peu, genre ouais, toi tu sais lever la jambe à telle hauteur, etc., machin, patin couffin. Et à ce moment-là, en parallèle, en fait, il est temps de mettre en place le méchant titre qui, je vous le donne en mille, est aussi un vieil européen, et qui lui, en fait, développe un virus, voilà, et ce virus a pour but d'enlever les compétences et d'enlever on va dire les pouvoirs de grands guerriers tels que Sean Davidson. Donc un truc complètement con, donc ça sert bien entendu toujours à dominer le monde, c'est-à-dire voilà, en gros si on résume un petit peu le principe, c'est-à-dire que c'est un virus qu'on inoculerait par exemple à tel adversaire, qui lui enlèverait ses pouvoirs pour mieux le vaincre. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas ? De toute façon, il faut bien une raison à tout. Il faut bien qu'on fasse American Ninja 3, hein, quand même. Hein. Donc voilà. Donc ce vieil Européen qui développe bien entendu ce virus-là à l'aide, comme d'habitude, d'un scientifique où on a perverti en fait son travail. Hein, voilà, toujours. C'est fou, tous ces scientifiques qui voudraient guérir le cancer ou toutes les grandes maladies et qu'on enlève pour pouvoir fabriquer soit des super ninjas, soit des moins bons ninjas, leur enlever leur pouvoir. Enfin bref. Donc il a bien entendu ce grand méchant fantastique a lui aussi son armée de ninjas, c'est important parce qu'on l'a vu hein, au fur et à mesure, faisons un petit point ninja du coup pour ce 4ème opus. On a vu que les ninjas c'était dissuasif, les ninjas ça se faufile partout, les ninjas ça peut enlever des gens, et du coup on voit aussi que les ninjas maintenant peuvent inoculer des virus à leur adversaire aussi, donc ça c'est fort utile. Et particularité de ce film là, c'est que le méchant ninja qui du coup dirige cette armée de ninjas pour le compte personnel du grand méchant, et comme le dirait Steve James dans le film, en version française, une ninjette, voilà, donc c'est-à-dire une version féminine, voilà, donc ça c'était intéressant parce qu'il le dit. Donc du coup, comment forcément ce grand méchant s'en vient à s'intéresser à notre David Bradley monolithique. Et ben, c'est-à-dire que lui, ben, il assiste au tournoi de karaté et il voit en David Bradley ce que personne d'autre n'a vu à l'époque, ni même le spectateur, c'est-à-dire un grand combattant, et il voudrait l'utiliser pour tester son virus. Voilà. Donc on va dire qu'en gros il fait une fixette sur David Bradley, et que pendant les premiers 3/4 du film il cherche à l'enlever par tous les moyens possibles, en y envoyant des ninjas, en lui faisant croire des choses, et il réussit en fait à l'avoir, à l'enlever. Comment ? Eh ben en lui faisant croire que son vieux maître est toujours vivant. Ce qui est un peu complètement con de la part du personnage principal, parce qu'il l'a vu mourir. Mais bon, pourquoi pas ? Donc du coup, s'en vient des scènes menées mollement par Cedric Sunstorm, où on va suivre en fait les pérégrinations de David Bradley, qui suit à la trace, tel le petit poussé, ce qu'il croit être son vieux maître. Voilà, donc il en parle aussi à Curtis Jackson. Et Curtis Jackson, bien entendu, voilà, lui il lui dit « Mais mec, je vais t'aider à retrouver ton vieux maître. » Bah oui, forcément. Pourquoi continuer son tournoi de karaté quand on s'est payé un billet d'avion à l'autre bout du monde ? Allons chercher le vieux maître. Et du coup, au fur et à mesure de cette formidable enquête qui amène le sommeil de la part du spectateur, hein, ça je vais pas vous le cacher, moi j'ai piqué du nez 1 ou 2 fois, mais j'ai quand même gardé les grandes lignes. Du coup, et ben forcément, à un moment donné, les ninjas apparaissent. Ça nous donne lieu à une petite baston assez sympathique sur les quais. Alors les quais d'un marché, on ne sait pas trop, mais ça a le décor au final d'un beat'em all à la Final Fight, donc ça c'est assez intéressant. Et comme le dit Steve James à ce moment-là, ça semble trop calme. Et là les ninjas arrivent, et du coup il se met torse nu, et du coup il leur met des grosses gifles, et il affirme à l'écran qu'il commence à en avoir marre de ces ninjas là. Donc du coup Steve James amène un côté un peu Danny Glover à son personnage, du genre il est trop vieux pour ces conneries, vous voyez. Donc il
Et vous voyez, il y a quand même des petits trucs en plus dans ce film-là, donc on essaye d'en trouver. Donc, bien entendu, Cedric Sunstorm, à l'aide de son scénariste, vont essayer de complexifier un peu les enjeux avec des storylines inutiles, comme par exemple le fait que la ninjette puisse se déguiser. Donc elle se déguise, elle a un poste clé dans le gouvernement. Donc ça donne lieu à un côté un petit peu mission impossible du pauvre, voilà. Donc avec bien entendu, ce sont deux actrices différentes, et au cut, on enlève un masque et on fait apparaître l'actrice qui joue la ninjette, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est complètement con, ça ne fait pas forcément plus avancer l'intrigue, ça donne lieu à un côté un peu Scooby-Doo, du genre « Ah, mais d'accord, mais vous êtes aussi... » Voilà, cette personne, oh là là, voilà, donc du coup, notre ninjette, à l'art du déguisement, et se permet dans cette autre identité d'aider notre trio à pouvoir affronter et renverser en fait ce terroriste biologique qui sévit sur cette île-là. Et à un moment donné, ben oui, forcément, David Bradley arrive presque à voir son vieux maître chinois qui n'est pas son vieux maître chinois. Et à ce moment-là, ben, il se rend compte que c'est pas lui. Il se fait enlever, inoculer le virus, et notre ninjette va alors aider, va venir en aide à Curtis Jackson et le 10e rôle, parce que eux, ils attendaient bien sur le côté à l'extérieur, voilà, en leur disant votre pote a été enlevé, il a un virus, faut aller l'aider. Donc ils y vont, et comme d'habitude, passage obligé, donc ils vont péter la gueule à toute l'infrastructure de ninja disponible sur place. Et ces ninjas, il y a un peu moins de couleurs, voilà, donc c'est un peu dommage, il y a un peu moins de couleurs, mais on a quand même une ninjette, et c'est pas rien, ça c'est la grosse nouveauté à ce stade-là du film. Donc il retrouve David Bradley, et David Bradley, du coup, il est en mode... Je suis faible, j'ai un virus, donc en gros, il a la grippe, voilà, il a la grippe, mais il se force quand même à donner des coups de pied. On lui a mis un peu d'eau sur le visage pour faire quelques gouttes pour montrer qu'il a la fièvre, et à ce moment-là, Curtis Jackson apprend l'existence d'un antidote, donc il va se démener et tuer un 10e rôle chez les méchants. Et là je fais le raccord avec le flashback du début, qui était la personne qui avait tué le papa de Sean Davidson. Donc il lui pète la tronche, il récupère l'antivirus, mais au final, vous voulez savoir quoi ? C'est que là, on bascule même dans le film fantastique, c'est-à-dire que David Bradley, lui, il n'a pas besoin d'antivirus. Il se souvient il a un vieux flashback avec son maître chinois, et en se concentrant très fort, la lumière vient du ciel et il rejette le virus lui-même, il l'expulse. Donc voilà, dans ce moment où on est vraiment dans le Z affiché, donc très drôle, moi ça m'a sorti un petit peu de ma torpeur, je me suis dit, tiens, enfin il se passe quelque chose, et double retournée, petit salto vrillé dans la face du méchant, il lui éclate la gueule directement, et du coup Curtis Jackson, il se rend compte en fait qu'il s'est fait des actions pour rien, et il dit qu'il en a marre de ces conneries de ninja, et qu'il est temps pour lui de passer à autre chose, et ça se comprend. Je pense que c'est quelque chose qui a été rajouté sur le ton de l'humour, mais que voilà, il en a marre un peu de ces conneries. Ça, c'était American Ninja 3, Blood Hunt. Alors Blood Hunt, c'est tourné quand même en scope, on a quand même donné une caméra 35 à Cedric Sunstorm, ça rapporte pas BZF, ça rapporte 2 millions de dollars. 2 millions de dollars pour une mise qui devait être inférieure à $1 million, je pense. Donc ça rapporte 2 millions de dollars, ça sort quand même encore en salle aux États-Unis, mais sur un circuit limité. En France, ça sera exploité bien des années après en VHS. On sent que c'est la dégringolade. Voilà. Donc là, plus de Michael Dudikoff, comme on l'avait dit, plus Sam Furstenberg, scénario complètement con. C'est mou, c'est mal filmé, l'acteur principal est très peu charismatique, et on gagne pas forcément en action du fait que ça soit un artiste martial. Donc c'est un petit peu la déception. J'ai envie de vous dire, c'est la déception.
ça reste largement plus regardable que ce qui va arriver par la suite. C'est ça qui est intéressant. J'en profite du coup aussi pour faire un petit point sur comment j'ai regardé ces films-là. Matt Xav, qui est chroniqueur chez Devil Dead, m'avait prévenu quand j'étais très heureux d'avoir partagé sur Instagram les visuels des DVD que j'avais reçus et que j'avais payé très peu cher. Des visuels, des éditions DVD réalisées du coup avec les pieds par la boîte Prisme Vidéo qui a fait des VHS RIP dégueulasses du coup de ces films-là. Donc le 3 est en 4/3 pourri, mais pourri. Je ne sais pas comment on peut faire un VHS RIP comme ça, c'est-à-dire que quand on est un tant soit peu équipé, on est capable de faire des VHS RIP propres. Alors eux, ils s'en battent les reins, donc ils ont fait ça avec les pieds. C'est dégueulasse. Heureusement que j'ai payé ça qu'1€. Donc autant vous dire que à ce niveau-là, vu que le reste, qualitativement parlant, va descendre, la qualité, elle, n'arrange rien par rapport au visionnement de ces films-là. On se retrouve donc en 1991 avec un 4e American Ninja et du coup un 5e opus à la saga, si on compte toujours Avenging Force. Donc, on fait les comptes. Donc, on avait perdu Michael Dudikoff, mais conservé Steve James dans le précédent. Donc, à Steve James aussi, ça j'en avais pas parlé, mais dans American Ninja 2, il avait un gros sabre. Dans le American Ninja 3, on lui donne 2 gros sabres, mais Steve James a d'autres prétentions, il a déjà donné sur 4 opus, et il a vu que de toute manière ça n'évoluerait pas, donc au revoir. Et là, c'est le retour du Messie, donc c'est-à-dire que sur l'affiche, nous avons non pas David Bradley, mais David Bradley plus Michael Dudikoff. Et là, on est en droit d'attendre autre chose. On se dit que bon, on a toujours cette endive de Cedric Sunstorm à la caméra. On peut se dire qu'il peut faire des progrès entre le 3 et le 4. Et on peut même espérer que David Bradley, du coup, puisse jouer un peu mieux. Donc, on est quand même... Voilà, à ce stade-là de la saga, on peut encore avoir de l'espoir. On a eu un petit peu mal au cœur en regardant le American Ninja 3, mais on se dit que si Michael Dudikoff revient, c'est peut-être qu'il y a une raison et qu'il a envie de faire une dernière apparition et de clouer cette saga. En fait, non. On va vous le dire de suite, la vraie raison du retour de Michael Dudikoff, c'est le pognon. C'est le pognon, et aussi parce que je l'avais dit précédemment, ces tentatives autorisant, ou entre guillemets, d'accéder à un autre statut, ben non, ça s'avère un échec. Donc du coup, il faut bien payer le loyer, donc on revient dans les American Ninja. Donc ce American Ninja 4, alors lui... T'oublies la case cinéma, ça sort dans très peu de salles aux États-Unis, donc je crois que ça rapporte $1 million. Donc vous voyez, $1 million, c'est que dalle. Ça en coûte beaucoup moins, ça coûte $500 000, c'est le bout du monde en termes de budget. C'est directement tourné en Afrique du Sud, hein, comme d'habitude. Mais alors là, on oublie complètement les décors, donc là, il n'y a pas d'argent. Donc là, on le sent, voilà. Là, on est vraiment dans le nanar, dans la série Z pur jus. Et du coup, ce American Ninja 4, pareil, hein, je ne l'avais pas vu à l'époque. Peut-être que c'était un mal pour un bien. Vous l'aurez compris, c'est toujours une édition que j'ai récupérée chez Prisme Vidéo, donc dans une qualité mais affreuse. Donc c'est le VHS RIP précédent de l'épisode 3, à côté de celui-là, mais c'était un Blu-ray, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, celui-là, il est délavé, il y a un bourdonnement, donc voilà, ça a testé un petit peu ma résistance, et je le conçois quand même. Je suis en train de me rendre compte qu'avec la saga Best of the Best et ce genre de film-là que sont le American Ninja 4, je suis en train de tester ma résistance, en fait. Ouais, je me suis lancé des défis. Donc, American Ninja 4, que je vous avais déjà expliqué que des fois, entre l'American Ninja, il y a des promotions. Et Sean Davidson, de simple combattant, voilà, d'artiste martial, eh ben, il est devenu on va dire, agent spécial des services secrets de la CIA, choisissez l'agence, voilà, donc c'est devenu un agent du gouvernement, bah pourquoi pas, hein, voilà, et du coup, on fait appel à lui
parce qu'on est en train de découvrir, alors attention, préparez-vous, parce que là, on n'y a pas été de main morte au niveau du méchant. Donc on fait appel à lui parce que on est en train de lui apprendre que sur l'île où il est, voilà par exemple, mais là il n'y est pas forcément au début, si vous suivez toujours, il va y être dans pas longtemps, donc on est juste dans une pièce intérieure où on nous fait croire qu'on est aux États-Unis. Donc on lui montre des vieilles vidéos en mode déjà pré-Al-Qaïda, voilà, où on lui explique en fait que nous avons un terroriste musulman qui a une bombe atomique et qui veut faire péter New York, donc c'est à peu près ça l'idée. Ce même terroriste du coup a une armée de ninjas et il est associé, je vous le donne en mille, à un vieil européen, voilà, aussi, et un autre mec, un troisième rôle, on sait pas trop si c'est on va dire, une résultante du Troisième Reich allemand ou un espèce de soviet, c'est entre les deux, voilà. Donc, niveau méchant, ils sont pas allés de main morte, donc ils ont pris tout ce qu'ils avaient, ils les ont associés, et ça donne, moi je vous le dis, de ce que je retiens de ce film, des dialogues savoureux entre les méchants. Les méchants font le taf, c'est-à-dire qu'on a le vieil européen qui va regarder du coup le terroriste musulman en lui disant « t'es qu'une vieille pourriture, oh là là, qu'est-ce que t'es une pourriture !» Et l'autre va le regarder, oui, je suis une pourriture et j'aime ça, voilà. Ça donne lieu, je fais une petite parenthèse, à une scène totalement débile. On a du coup ce terroriste fanatique il a une bombe atomique, voilà, qu'il a dans une pièce, surveillée par des ninjas blancs. Alors là, quand même, je tiens à vous le dire, c'est pas radin, voilà, ça s'appelle pas le ninja blanc, mais moi je suis content d'être arrivé à American Ninja 4 pour voir des ninjas blancs, voilà. Et du coup j'ai compris que les ninjas blancs sont les gardiens de la bombe atomique, donc eux leur taf en fait, c'est de rester enfermés dans une pièce 24 heures sur 24 à côté de la bombe. Donc revenons à cette scène fantastique où on a le terroriste qui arrive, voilà, il descend et il appuie sur la bombe, et on a un compte à rebours de 10 secondes, et on a l'autre pourriture européenne qui regarde, qui fait « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Et là, vous avez le terroriste qui est en train de faire alors il prend des forces, et puis du coup, l'autre, il appuie sur le bouton pour arrêter, il fait mais vous êtes malade. Et il dit oui, j'aime savoir que je suis à 2 doigts de la mort. C'est génial, c'est génial. Ils font le taf, bordel. Du coup, ça sert à rien, mais c'est génial, voilà. Donc le mec est prêt à se faire péter la gueule comme ça tout seul, voilà, sur son île, alors que le but c'était de faire péter New York. Donc pourquoi pas, donc ça vous donne le niveau. Donc les méchants ils font le taf, vous le verrez, ils prennent des gens, ils les enferment, alors souvent des GI américains ou des agents de la CIA ou du FBI, ce que vous voulez, ils les prennent, ils aiment bien les fouetter et les attacher, voilà, donc ça c'est cool. Puis ce qui est bien, c'est qu'il y a une certaine égalité aussi envers les sexes, c'est-à-dire qu'il y aura même une femme attachée et il n'hésitera pas à la fouetter et à la frapper aussi. Donc voilà, je pense qu'il y a déjà des messages intéressants dans ces productions de la canon à l'époque. Mais revenons à nos héros. Donc Sean Davidson, du coup, qui fait maintenant partie des forces spéciales, voilà, c'est ça aussi, Donc n'oubliez pas, je tiens à le dire, que American Ninja 4 est connu aussi sous son sous-titre Force de frappe. Voilà. Donc il peut être aussi exploité en vidéo à l'époque, seulement sous le titre Force de frappe. Donc du coup ça faisait un parallèle avec du coup les forces spéciales. Donc Sean Davidson fait partie des forces spéciales, et dans des dialogues un petit peu avec le général qui lui commandite la mission, on lui dit ouais putain, tu vois, David Bradley il arrive, il fait on pourrait pas avoir Curtis Jackson, et du coup on lui dit ben non, Curtis Jackson il est pas disponible, et du coup vous avez pensé à Joe Armstrong, voilà, Joe Braford, oui on a essayé de le joindre mais maintenant du coup il est passé à autre chose, il s'occupe d'enfants abandonnés dans une école, voilà. Donc du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est que à ce stade du film, on peut se poser la question, on sait qu'il est sur l'affiche, Michael Dudikoff, mais on nous fait un vieux background comme quoi il est rangé des voitures et qui s'occupe de petits enfants, voilà, c'est à peu près ça l'idée, à l'autre bout du monde, en construisant des maisons à partir de bois. Et ça, c'est un cliché aussi de l'action star à l'époque. Alors c'était venu déjà, on pouvait voir ça un petit peu dans les Rambo, on voyait ça aussi dans certains films de Steven Seagal aussi, donc on va dire que l'artiste martial, quand il a frappé un peu trop de gueule, il a besoin de se retirer et de faire la paix avec lui-même, et d'être un petit peu dans un cadre un peu bouddhiste, voilà. Donc du coup, pour l'instant, à ce stade du métrage, pas de Michael Dudikoff. Alors sachez quand même que le film sera découpé en 2 parties. C'est-à-dire qu'on aura une partie David Bradley, on aura ensuite une partie Michael Dudikoff, où les 2 acteurs ne seront pas dans le même plan, ils auront leurs propres aventures, et ils se retrouveront à la fin. Est-ce qu'on a fait ça pour des raisons de budget ?
peut-être, ou de disponibilité des acteurs, sûrement. Voilà. Donc au début, on va suivre David Bradley, on va lui filer un sidekick black qui vraiment, quand on passe de Steve James à lui, on a le droit de se dire excusez-nous, pouvez nous rendre notre argent s'il vous plaît, parce que là ça va pas le faire. Donc du coup, tant pis. Donc on constitue cette équipe-là. On les envoie du coup sur cette fameuse île où ils retrouvent un petit gamin qui est leur contact. Voilà. Alors le petit gamin fait un petit peu écho au petit gamin d'American Ninja 2. Ils ont dû se dire on va placer ça parce que ça avait plutôt bien fonctionné dans le 2. En fait tout le monde s'en foutait dans le 2, mais bon, du coup c'est là. Donc on a ce petit gamin et il faut amener aussi un love interest au personnage principal qui est David Bradley, parce que dans American Ninja 3 il avait pas de love interest. C'est un peu dommage. Voilà, il était son love interest était son vieux maître, mais il était pas là, donc vous imaginez un peu la tristesse. Et la ninjette s'était fait défoncer, donc à partir de là, pas de love interest. Donc on lui amène une love interest, et du coup, ce love interest vient par rapport à une femme qui soutient les rebelles, parce qu'en fait, il y a des rebelles. Ouais, c'est un peu le bordel dans ce film-là, donc on va essayer de le résumer. Donc en gros, on a un trio de terroristes, multi-horizons, voilà, donc ça c'est bien, qui veulent dominer le monde à l'aide de ninjas et de bombes atomiques. Et les locaux sur place, ils sont pas trop contents, parce que d'un côté, du coup, ils ont leur gouvernement et les ambassades qui sont corrompus, et eux, c'est des laissés pour compte. Donc du coup, comme ils sont laissés pour compte, ils décident de s'organiser à la Mad Max. Bah oui, tout le monde fait ça. Voilà. Et du coup, on a dans ce film-là toute une partie post-nuke. Donc c'est-à-dire que les mecs, quand ils se rebellent, ils vivent dans les bidonvilles, ils bricolent des bagnoles et ils s'habillent un petit peu comme les punks de Mad Max. Et du coup, ça donne lieu, et ça sera pour la partie Michael Dudikoff, à du post-nuke. Donc c'est-à-dire que ce film-là, c'est à la fois de la ninja exploitation et du post-nuke, mais sans... Alors, il y a une bombe atomique, mais elle a pas pété. C'est du pré-post-nuke, donc on a déjà les apparats, donc c'est quand même assez drôle. Donc du coup, en revenant à nos moutons, donc on a David Bradley qui récupère son contact, qui est un petit enfant du coin, et il rencontre cette bonne femme qui est du coup une rebelle qui aide un petit peu les rebelles. On a un petit peu quelque part le scénario du premier Expendables, si vous regardez bien. Donc avec voilà cette bonne femme qui aide les rebelles, qui est le contact, voilà. Donc ils sont pas allés chercher bien loin en fait. C'est pas bien ça, Monsieur Stallone, d'avoir pompé sur la canon, et notamment sur American Ninja 4. Donc, alors tout ce petit monde, du coup, va mener l'enquête et va se faire prisonnier. Oui, ils se font attraper par des ninjas et ils se font doser et ils se retrouvent vite enfermés dans le cachot, ce qui donne du coup des scénettes assez sympas avec notre méchant européen qui n'hésite pas à fouetter goulûment un petit peu hommes et femmes et à gifler et à suggérer qu'il peut violer du coup le love interest de David Bradley hors champ. Ce qui fait que David Bradley, lui, l'attache à ce moment-là, il est pas très content, hein. Ça je vous le dis, hein. Il est pas content du tout. Donc du coup, David Bradley s'est fait enfermer. Du coup, le gouvernement américain est dans la merde. Il décide d'aller chercher Michael Dudikoff. Voilà. Donc il lui file un petit chèque. Donc ça c'est le côté off. Donc Michael Dudikoff arrive et Michael Dudikoff du coup mène lui aussi l'enquête, mais par l'autre côté, et se retrouve du coup en mode post-nuke. Donc vous verrez qu'il y a des moments assez rigolos. Donc du coup il va rencontrer le chef de cette communauté post-nuke et donc il combattra 2-3 mecs torse nu avec des chaînes, voilà, à peu près ça l'idée. Du coup en ayant dosé la garde rapprochée du chef des post-nuke, il devient poste avec le chef des post-nuke, parce que du coup il aura droit à des grandes phrases: tu as prouvé ta bravoure, tu es un grand guerrier. Oui forcément, ouais, voilà. Donc imaginez s'il avait tué, donc c'est complètement con. Donc du coup il décide à ce moment-là, je ne sais plus pour quelle raison, mais c'était cool, d'investir une soirée caritative, genre en mode ambassade, avec tous les méchants, du coup, qui serrent la main des politiques locaux. Et du coup, Michael Dudikoff se déguise en prêtre. Et alors, à noter quand même que Michael Dudikoff, on voit quand même qu'il a tenté d'être acteur dans d'autres films, parce que du coup déjà il sourit, et il s'investit dans le rôle, il rigole, quoi, tu vois, il fait le prêtre et tout, donc il amène la joie et la bonne humeur là-dedans. Donc du coup, il récupère, parce qu'ils étaient allés dans cette soirée-là pour récupérer en fait les plans de la fameuse, on va dire, comment on pourrait appeler ça, forteresse des méchants, et du coup il récupère ces plans-là.
Et avec les post-nuke, ils décident de prendre d'assaut du coup la forteresse pour libérer David Bradley et tuer tous les méchants et arrêter la bombe atomique. Voilà, c'est à peu près ça l'idée à ce stade du film. Donc du coup, les post-nuke arrivent avec tous leurs camions tunés, donc ça c'est assez cool, en gueulant et tout ça. Et quand tu vois le nombre, tu te dis qu'en fait ils auraient pu faire ça dès le début, parce qu'ils sont bien plus nombreux que les ninjas sur place, faute de budget je pense, donc ils sont bien plus nombreux. Donc bon, eux ils vont défoncer le portail, et du coup lui... Michael Dudikoff, comme il a les plans, il décide du coup d'escalader la tour pendant 1 heure. Mais oui, il a les plans, donc il est censé prendre un raccourci qui rallonge, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, pendant ce temps, du coup, l'extrémiste musulman décide de mettre la bombe dans l'hélicoptère, pour pouvoir l'envoyer sur New York, ce qui est une riche idée à ce stade du métrage, hein, avec ses ninjas blancs, hein, si vous suivez toujours. Et comme il se fait chier avant que l'hélico décolle, il décide de torturer et d'immoler les prisonniers qu'il a dans le cachot. Donc il remonte tout le monde, du coup, c'est-à-dire David Bradley, son love interest, son sidekick Black, etc. Il attache à des poteaux et il brûle gratuitement, en fait, les 10e rôles, donc devant les yeux de David Bradley, qui est toujours pas content, hein. Il est énervé, le David Bradley, hein. Pendant ce temps, Michael Dudikoff, lui, il a réussi à escalader son immense montagne. On se croirait, un petit peu pour ceux qui sont du coup très jeux vidéo, on se croirait en fait dans des moments de solitude dans Zelda Breath of the Wild, quand vous escaladez pendant des heures des rochers, parce que vous pensiez prendre un raccourci, c'est à peu près le sentiment. Donc il arrive dans le cachot, et là, qui c'est qu'il trouve ? David Bradley. Et à ce stade-là, tu te dis, il y a un truc que j'ai pas compris, parce que non, me punissez pas, j'ai pas dormi pendant ce film-là, mais il y a un truc que j'ai pas compris, c'est que David Bradley, il est dehors, en train de regarder des gens s'immoler par le feu, donc il a un spectacle, mais il est aussi en bas. Bon, pourquoi pas. Donc du coup, il se rapproche de David Bradley, et ce David Bradley, du coup, il s'en prend à Michael Dudikoff, et s'ensuit un combat, donc ouais. Et donc ils se battent, donc Michael Dudikoff tue David Bradley et il enlève le masque parce que c'était un méchant ninja déguisé en David Bradley. C'est con. Avouez que c'est con. C'est-à-dire, comment il pouvait savoir que Michael Dudikoff allait venir à ce moment-là ? Voilà. Et quand même, je tiens à le dire, parce que c'est peut-être une signature d'auteur, une obsession de Cédric Sansom, parce qu'on avait la ninjette qui changeait de visage aussi dans le précédent. Peut-être sommes-nous là en présence d'un auteur avec des obsessions, peut-être. Donc personne n'était au courant. Donc pourquoi... J'ai envie de vous dire, peut-être que Cédric Sansom me dirait, et pourquoi pas ? Et voilà, et pourquoi pas. Donc Michael Dudikoff est ralenti, donc bute ce gars-là qui n'est pas David Bradley. Il arrive dehors. Et du coup, il va libérer David Bradley en balançant des petites boules ninja. Et je vous dis, c'est rafraîchissant parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vu de petites boules ninja depuis au moins American Ninja 1, il me semble. Voilà. Donc moi j'aime beaucoup ces petites boules de fumée comme ça à jeter pour pouvoir du coup dissimuler une fuite ou quelque chose. Donc il libère David Bradley et le sidekick Black. Et à ce moment-là, du coup, l'hélico, on sait pas s'il a décollé pour New York avec la bombe atomique. Donc à ce moment-là, du coup, nos méchants en titre, et ben du coup ordonne, parce qu'il y a quand même, j'en ai pas parlé, un chef des ninjas, un mauvais ninja. Alors ce mauvais ninja, il est symbolisé parce que il est borgne, voilà, et il a un cache-œil gris, argenté qui brille un petit peu. Donc voilà, ça c'est cool en termes de design. Et comme je vous dis, c'est très beat'em all vidéoludique. Voilà, ça fait très Final Fight, j'aime beaucoup. S'ils avaient mis ça dans une ruelle, ça aurait pu être sympa en termes de design, mais forcément, Cédric Sansom, c'est pas un grand réalisateur, donc il n'y a pas de vision derrière. Donc du coup, on croit qu'il va y avoir un affrontement. Et là, autre moment de solitude et de gênance et de Z à affirmer, c'est-à-dire que Michael Dudikoff regarde le méchant ninja dans les yeux, il le regarde en mode attention, hein, et il recule avec les autres, et le méchant ninja, il les laisse s'échapper. Voilà. Donc là, techniquement, ils étaient en nombre pour péter la gueule des gentils, mais non, il les laisse s'échapper. Voilà. Donc, à n'y rien comprendre. Du coup, nos méchants en titre essayent de prendre la fuite, voilà, donc c'est-à-dire le fanatique et du coup notre européen et notre nasillon russe, on sait pas trop ce que c'est, mais il est très très méchant. Donc du coup,
en gros, pour faire comprendre, chacun aura droit à mourir par le courroux d'un des gentils. Donc en gros, David Bradley retrouvera le vieil Européen qui avait malmené sa petite copine quand même. Il faut quand même le dire, et je vous l'avais dit qu'il avait le regard méchant à un moment donné, David Bradley. Donc il lui pète la tronche dans un atelier comme il faut, il défonce, ce qui lui permettra d'avoir un bisou de l'héroïne, et quand même, on fait pas ça pour rien. Du coup, Michael Dudikoff, lui, va s'occuper en fait du chef des ninjas. Voilà, il va se faire un combat à la loyale, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ils vont se rapprocher et ils vont faire comme s'ils étaient sur un ring, si vous préférez. Voilà. Donc ils vont se rapprocher et se battre à la loyale, et Michael Dudikoff va lui défoncer la gueule devant les autres ninjas. Moi, ce que j'ai toujours aimé aussi, c'est le côté on va se battre à tour de rôle, alors que bref. Ne critiquons pas ça, dans les arts martiaux, il y a quand même des règles à respecter, il y a de la loyauté, donc un combat à la loyale et une mort digne pour du coup le méchant ninja qui se fait quand même exploser la gueule avec une grenade au final, et du coup notre fanatique, lui, se fera exploser dans l'hélicoptère. Il aurait dû le savoir, c'est-à-dire que tous les méchants dans les American Ninja et dans les films de la canon, quand ils prennent un hélico, ils se font exploser les 3/4 du temps, à 90% de chance de se faire exploser au bazooka. Mais par contre, reste une question en suspens, et dont le film n'y répondra jamais vraiment. Qu'est-il advenu de la bombe atomique ? Moi ça m'a perturbé quand même aux sorties du film, c'est-à-dire qu'il y avait les ninjas blancs, ils étaient dans l'hélicoptère avec la bombe atomique, l'hélicoptère allait décoller, on ne le saura jamais. Du coup, je pense que si on regarde en 2020, New York est toujours debout sur ses pieds, voilà, toujours dressé là. Donc ça veut dire que cette bombe atomique n'a jamais explosé. Donc voilà. Donc c'est quand même une grosse faille dans le scénario quand même. C'est-à-dire qu'on te montre que la bombe va décoller, mais on ne sait pas ce qu'il advient de la bombe. Et peut-être peut-être que tout le monde s'en fout à ce stade du métrage. Du coup, Michael Dudikoff, dit à David Bradley. Allez mec, un de ces quatre, si tu veux passer me voir à l'école, c'était cool, voilà. Donc il s'est fait des petites vacances. Donc on sent que le Michael Dudikoff, il est apaisé, il est venu prendre son chèque, il a montré ses 2-3 trucs de jeu d'acteur, il connaît un peu les arts martiaux, on n'est plus obligé d'être très cut dans le montage pour pouvoir faire passer le fait que c'est un ninja. J'ai envie de dire, ce American Ninja 4, c'est de la merde, mais c'est de la bonne merde. C'est-à-dire qu'il y a suffisamment de conneries à l'intérieur pour tenir le spectateur éveillé et qu'il y prenne un peu de plaisir. On est typiquement dans le nanar, c'est vraiment de la série Z. Ça relève le niveau par rapport au American Ninja 3 où on frôlait la somnolence, mais c'est quand même la déception de voir quand même que la série est vraiment, vraiment de la merde à ce stade de la saga. Ce n'est pas de bon augure pour ce faux American Ninja 5, voilà, qui a été exploité un peu plus tard avec David Bradley dans le rôle de Joe, qui n'est pas Joe Armstrong, qui est un autre Joe, et qui est un autre film, mais qui a été rattaché à la franchise. On pourrait croire que la saga American Ninja se clôture avec le American Ninja 4 Annihilation, mais pas du tout en fait. Parce que la Canon, en 1993, décide en fait de retitrer une de ses productions pour la rattacher à la saga, donc comme c'est la société productrice de la saga, donc on peut dire que officiellement ce American Ninja 5 il existe, mais il ne fait pas partie techniquement de la saga en elle-même, parce qu'on n'y retrouve pas les mêmes personnages, mais on va y retrouver quand même un des acteurs, c'est-à-dire notre acteur préféré, David Bradley. Donc du coup, ce film qui s'intitulait American Dragon ou Little Ninja Man, pour son titre provisoire, son titre de travail, va vite se faire retitrer American Ninja 5 pour son exploitation vidéo et pour permettre peut-être à la Canon de récupérer quelques dollars et on va dire un petit peu d'atténuer le gouffre financier dans lequel il se trouve dans cette année 1993. Donc ce American Ninja 5, il est réalisé déjà par un inconnu au bataillon, donc Bobby Jean Leonard. Et Bobby Jean Leonard, il est introuvable, mais quand on va fouiller un peu sur IMDb, on va voir que c'est un pseudonyme, et là ça commence à puer du cul, c'est-à-dire que c'est le pseudonyme de Bob Bralver, et Bob Bralver, en fait, c'est un cascadeur. Voilà, donc c'est pas du tout un réalisateur, donc cascadeur, réalisateur de seconde équipe, et c'est un vieux de la vieille, parce qu'il a assuré les cascades sur l'agence Tourisque, donc ça remonte quand même, pas l'adaptation cinématographique, la série, et qu'il est aussi cascadeur sur Roadhouse. Donc à ce moment-là, tu te dis, effectivement, on va pas avoir droit à un chef-d'œuvre. Donc du coup, ce film-là est toujours un film que j'ai récupéré dans une somptueuse édition de merde chez Prism Video, donc toujours du VHS RIP.
là, du coup, sur ce VHS rip là, le son n'est plus granuleux, mais par contre l'image est délavée, donc on est quasiment sur du noir et blanc. Donc c'est vraiment une qualité de merde, et pour un film qui est le film de la souffrance. Voilà. Donc il y a quand même un phénomène dont il faut parler sur ce American Ninja 5. C'est-à-dire que, vous l'aurez compris, David Bradley s'est légèrement amélioré d'American Ninja 4, mais on va dire que quand il est dans la saga American Ninja, il joue comme une endive. Il est mauvais. Voilà. Et du coup, quand il n'y a plus personne, quand il n'y a plus d'action, voilà, qu'il n'y a plus rien, le mec est bon. Voilà. Donc c'est-à-dire que j'ai regardé American Ninja 5, alors je suis pas en train de vous dire que David Bradley est le meilleur acteur du monde. Je vous dis, le reste est tellement nul que David Bradley, il en devient bon. Voilà, ça c'est le truc qui est formidable dans ce métrage-là. On y voit plein de gens venus payer leur loyer, notamment Pat Morita. Moi j'avais de grandes espérances, je me suis dit tiens, le Pat Morita là, donc Pat Morita, donc on a pu voir dans la saga Karate Kid, c'est lui le vieux maître chinois. Voilà, le Pat Morita, on aurait pu se dire tiens putain, il va faire des trucs un peu à la Karate Kid, tout ça, c'est le gage de qualité. Non, Pat Morita s'en bat les reins. Donc il est venu là, donc il est proche de la fin de carrière, de tout ce que vous voulez, la fin de sa vie. Donc il vient juste payer ses factures et faire salut, je suis Pat Morita, bonjour, au revoir. Et David Bradley se retrouve à porter ce film qui est, avouons-le, aussi passionnant qu'un Hollywood Night. Ça a l'esthétique d'un téléfilm d'M6 et ça a les mêmes enjeux et il s'y passe rien. Pourtant ils ont essayé de me faire plaisir, hein, donc c'est-à-dire que on a toujours un vieux méchant européen, donc ça reste la base, voilà, donc là ça reste la base, et il a des ninjas qui jettent, alors ça par contre c'est cool, ils jettent leur petite boule du coup, mais eux font quasiment de la magie, vraiment ils disparaissent, donc ça amène un côté encore plus Z à tout ça, mais comment vous dire qu'à ce stade-là, c'est le point de non-retour, et il faut faire attention de ne pas le franchir. Donc, American Ninja 5, ça raconte sensiblement la même histoire que les deux précédents, avec cette espèce d'expérimentation sur l'animal qu'on veut faire sur l'homme, sur le virus, d'armes biologiques, etc. Là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc j'ai envie de vous dire, American Ninja 5, c'est le film de trop, il faisait pas partie de la franchise, c'est pas une bonne idée de le regarder, sachez que David Bradley il joue un peu mieux, mais ça reste quand même du téléfilm de merde, donc vous l'aurez compris que j'ai pas été jusqu'au bout de la vision de ce métrage-là. Je sais c'est pas bien, mais là on tombe vraiment dans le gonzo journaliste, dans la gonzo critique, et j'ai envie que mon âme reste intacte, ça c'est important. J'ai envie de préserver un petit peu mon âme de ce genre de péloche. Je sais, personne m'a obligé de traiter de la saga American Ninja, et j'étais très fier de trouver l'existence de ce numéro 5, mais non, la qualité et de merde, le film c'est de la merde, donc à ce stade-là, il vaut mieux rester en se disant que la saga American Ninja se finit avec American Ninja 4 Annihilation, et c'est déjà pas mal. Quel plaisir de passer à nouveau 2 heures de son temps en compagnie de Steve James, en compagnie de Michael Dudikoff, et même un peu de David Bradley quand même, parce qu'on l'aime bien David Bradley. Il est pas méchant, hein, il aura pas un Oscar, mais bon, en tout cas, on l'aime bien ici même, et c'est vrai que dans cet épisode Mouse Costaud que je vous ai refondu, j'avais émis un souhait à l'époque, hein, parce que aucun éditeur ne s'était penché, voilà, sur la saga des American Ninja. Et là, déjà, on commence avec cette somptueuse édition que je suis en train de vous montrer, signée The Ecstasy of Films, de mon préféré, qui est en fait, au final, pas un American Ninja, qui est Avenging Force. Donc, on peut le voir, hein. Voilà, vous avez les deux visuels officiels, c'est-à-dire le visuel francophone qui était mensonger et le visuel original américain. Donc, blindé de bonus, donc ça... c'est déjà c'est rien qu'un plaisir en fait d'avoir ce genre de choses. Et on continue, parce que ESC nous a régalé doublement. Déjà, en sortant le American Warrior, aka American Ninja original, le premier film, et surtout, bon alors là, ça c'est un banger, cette édition en VHS box, donc dedans il y a de tout, hein. Il y a du poster, il y a des bonus, il y a des petits livrets, vous savez il y a une espèce de Chaos Mag, hein, qui ressuscite les grandes heures d'impact en fac-similé, donc tout ça pour dire,
voilà, que ils m'ont écouté. En fait, il reste plus qu'à éditer, honnêtement. Hein, il manque alors pas 3, hein, parce que le 5, hein, c'est bon, vous pouvez le laisser là où il est. Mais il reste encore le 3 et le 4. Voilà, donc je passe de nouveau un message aux éditeurs. S'il vous plaît, ESC, je vous sens bien. S'il vous plaît, il me faut le 3 et le 4. Donc, dans l'héritage, alors, on pourrait tout citer, hein. Forcément, qui dit arts martiaux, films de frappe, ninja, etc., on pourrait les citer des exemples très rapides, notamment comme les John Wick. Voilà, donc ça, c'est sûr qu'il y a une influence là-dessus. Mais moi, j'ai plutôt relevé un autre phénomène qui est arrivé notamment dans un premier temps sur YouTube et qui a été repris par Netflix, c'est la série Cobra Kai en fait, on va pas se mentir. Hein. Donc Cobra Kai, c'est les mêmes postulats débiles qu'on a dans les American Ninja, et quels sont-ils ? C'est-à-dire que ce qui pouvait être extraordinaire à l'époque dans les American Ninja, c'était un Américain qui est un ninja et qui fait du karaté et ainsi de suite, c'est un peu la même chose dans Cobra Kai, c'est-à-dire qu'on a à peu près la même chose, c'est-à-dire des bandes de ch'tiricains qui se mettent à faire du karaté et qui s'affrontent dans la rue, etc. Donc, rien que pour ça, Cobra Kai, c'est quand même alors, ça traîne en longueur, mais c'est quand même un plaisir régressif. Et à noter quand même qu'il y a eu, grâce à Cobra Kai, une nouvelle entrée, en fait, dans la saga cinématographique des Karate Kid, avec Karate Kid Legends, où ça s'est sorti en 2025, où ça faisait un crossover entre les personnages de Cobra Kai, qui sont les personnages de la saga éminente Karate Kid d'origine, et les personnages issus du remake de Karate Kid avec Jackie Chan. Donc voilà, ça n'a pas forcément bien fonctionné, mais quelque part, c'était intéressant de relever cet héritage, parce que les gens forcément raccrochent pas les wagons entre cette ninja exploitation de la canon et Cobra Kai et le film Karate Kid Legends. Donc un effort en salle qui n'a pas forcément été un succès, et il est temps pour nous de conclure. Donc j'espère que cet épisode vous aura donné envie de vous pencher sur la saga American Ninja si c'est pas déjà fait. Pour ceux et celles qui avaient déjà écouté l'épisode original, ça sera l'occasion d'avoir un meilleur écran. Voilà, donc vous aurez des trucs qui bougent, ma gueule en entrée et en sortie. Et pour les autres, comme d'habitude, si vous aimez ce contenu, je vous encourage à vous abonner, à nous laisser un message sur le répondeur. Et comme d'habitude, il est temps de conclure. On a traité les ninjas, la ninja exploitation, la canon. Et pourquoi on fait ça ? Parce que notre créneau à nous, c'est le cinéma de genre, bordel. Merci pour votre écoute. Nous vous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision. Jusqu'à la prochaine émission de 7e dimension en mode podcast.